C'est bon. Bon. Donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière conférence de l'année qu'on organise avec les petits remerciements habituels de l'université d'abord qui nous accueille dans ce petit amphithéâtre, l'Est du laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Merci aux collègues qui sont présents pour cette conférence, et puis aussi de quelques personnes de l'extérieur qui sont venues par une association de sociologie qui s'appelle l'APSE, l'Association pour la sociologie de l'entreprise. Voilà, donc on est en petit comité, mais c'est très bien comme ça. On est ensemble pour 1h30 à peu près, en gros, voilà. On est ravis d'accueillir donc David Gaborio, qui vient d'abord de Paris, enfin il vient de Paris pour de vrai, et puis il a fait un petit détour par Buenos Aires, donc voilà. Faut pas dire ça. C'est la vie des. C'est sérieux. Oui, c'est pour le travail. C'est la vie des chercheurs, voilà. Donc merci beaucoup de ta présence et d'avoir répondu à notre invitation, et en particulier à celle de Baptiste. Donc c'est sur un sujet qui doit éveiller notre curiosité. En tout cas, moi, ça éveille beaucoup la mienne, parce que c'est un monde que je ne connais absolument pas. Les usines à colis, déjà rien que le titre, je me demande bien ce qu'il peut y avoir derrière. Voilà, alors je sais que c'est un sujet qui a quand même été pas mal médiatisé. Peut-être certains d'entre vous ont vu des émissions de télé, des choses sur Internet. Donc il y a peut-être des gens qui connaissent déjà un peu le sujet. Mais je pense que David va nous expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il a fait sur ces thématiques un peu nouvelles quand même. Et donc en termes de mode de fonctionnement, on fait comme d'habitude, en gros 3/4 d'heure de présentation. Voilà, prends ton temps, on n'est pas l'œil sur la montre du tout. Et puis ensuite une séance de questions-réponses, de débats avec vous. Donc préparez vos questions. Voilà, David, merci. À toi la parole. Eh bien, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais donc vous présenter un travail que j'ai fait dans le cadre d'un doctorat en sociologie à l'Université Paris 1, et qui portait donc sur les ouvriers de la logistique dans les entrepôts de la grande distribution. Et aujourd'hui, je travaille en tant que post-doctorant, toujours sur les ouvriers de la logistique, mais plutôt sur la dimension hors travail, sur les classes sociales ouvrières, des choses comme ça. On pourra en reparler après si vous voulez. Alors quand je dis de logistique, je veux parler de tous ces entrepôts où sont stockés les produits, tous ceux qu'on achète dans la grande distribution en tout cas. On stocke les produits avant qu'ils arrivent dans les lieux de vente. Lieux de vente, que ce soit des supermarchés, des chaînes de vêtements ou des produits culturels. Tous ces secteurs-là ont leurs entrepôts qui livrent les magasins. Et de plus en plus, produits stockés avant d'arriver directement au domicile avec le e-commerce. En fait, ces entrepôts, tu disais qu'on les connaît pas trop, mais c'est ceux qu'on voit quand même, qu'on peut voir souvent le long des autoroutes, comme vous les voyez derrière. Et on en voit de plus en plus le long des autoroutes. C'est un secteur, y compris un secteur immobilier, qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Alors ce qu'on a plus de mal à imaginer, on imagine qu'on y stocke des produits, mais ce qu'on a plus de mal à imaginer, c'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent, et qui travaillent sur des tâches de manutention. Alors on a quand même un petit peu moins de mal à l'imaginer depuis la médiatisation d'un cas que moi j'ai pas observé directement, mais qui est très intéressant, qui est bien sûr le cas Amazon. Donc je vais pas parler d'Amazon dans le fond, juste j'utiliserai quand même cet exemple à plusieurs moments. Ce qui est intéressant quand même avec Amazon, c'est qu'en étant très médiatisé, ce cas c'est devenu un petit peu, en tout cas moi c'est ce que je cherche à dire, l'arbre qui cache la forêt, l'immense forêt de la logistique. Amazon c'est un tout petit bout de tout ça. Et en plus c'était un peu l'ennemi idéal, c'est une entreprise américaine qui paye pas ses impôts, qui en plus s'attaquait à un produit, le livre, qui était hautement symbolique en France. Donc c'est un peu l'ennemi idéal, mais la problématique qui est soulevée par Amazon, elle est beaucoup plus large à mon avis. Donc moi ce que j'ai observé, c'était plutôt des entrepôts de la grande distribution alimentaire, donc qui ressemblent plutôt à ça. Alors quand on fait de l'observation en sociologie, on donne pas les noms des entreprises, mais quand on dit grande distribution à dominante alimentaire, c'est pas très compliqué. En France, c'est des entreprises telles que Carrefour, Leclerc, Super U, Casino et autres, mais en tout cas il y en a très peu. Donc c'est tous ces gros entrepôts qui sont livrés par des fournisseurs, et ensuite les entrepôts livrent les magasins. Donc si vous voulez, une palette de Coca-Cola
n'arrive jamais directement dans un supermarché. Elle passe systématiquement par un entrepôt ou une plateforme logistique, comme on les appelle parfois. Et j'ai dit, ça ne marche pas seulement pour les supermarchés, c'est aussi pour les produits culturels, la Fnac a ses entrepôts, H&M a ses entrepôts, Zara a ses entrepôts. Donc ce que je vais dire sur la grande distribution alimentaire, c'est valable pour un tas d'autres secteurs. Et en fait, on pourrait dire que la logistique, c'est un petit peu la face cachée de la consommation. C'est un peu le back-office, pour utiliser un terme qu'on aime bien en sociologie, tout le back-office de la grande distribution. Et si vous voulez, l'idée c'est que quand on consomme dans la grande distribution, on ne fait pas seulement travailler des caissières, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en sociologie sur le travail des caissières, on fait travailler aussi un autre type de salariés subalternes, non pas employés, mais ouvriers dans des entrepôts. Alors avant d'expliquer comment ça se passe concrètement dans un entrepôt, je vais essayer en introduction de vous convaincre que c'est un sujet qui est important à mon avis. Donc c'est évident que je défends mon sujet, mais vraiment je crois qu'il y a 2 points en tout cas que j'ai retenus sur lesquels on pourra discuter, qui vont traverser un peu toute la présentation. Le premier, c'est la place que la logistique occupe dans le capitalisme contemporain, et le deuxième, c'est les technologies au travail. Donc ça va être une longue introduction, mais je vais les faire rapidement quand même. Alors, le premier point, je l'ai dit, c'est la place qu'occupe aujourd'hui la logistique dans le capitalisme. Alors, je crois que c'est important aujourd'hui d'évoquer des thèmes comme celui-ci, des secteurs d'activité comme celui-ci, parce qu'on a parfois le sentiment d'être dans une société où il n'y aurait plus beaucoup d'ouvriers, où il y aurait de moins en moins de travail humain, et aussi de plus en plus de robots. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler actuellement. Plus largement, on a l'impression d'être dans une société qui est en phase de désindustrialisation. Alors cette idée de désindustrialisation, elle ne correspond pas tout à fait à la réalité actuelle, en tout cas pas telle qu'on peut se l'imaginer. Déjà parce qu'il y a 20% de la population active qui est encore ouvrier. 20% de la population active, c'est des ouvriers. Et comme c'est un secteur qui est très masculin, il y a un chiffre qu'on peut extraire de ça qui est encore plus frappant, je trouve. Aujourd'hui, il y a un actif masculin sur 3 qui est ouvrier. 1 sur 3. Donc déjà, désindustrialisation, pas tant que ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, quand même, c'est qu'il y a une partie du monde ouvrier qui a diminué. Le monde ouvrier classique, celui de l'industrie manufacturière, quand on fabrique des produits, ça a bien diminué, ils sont de moins en moins nombreux, tout simplement parce qu'on produit des voitures ou des appareils électroménagers de plus en plus loin dans des pays à bas coût. Ce qu'il faut penser avec la logistique, et c'est là que ça devient intéressant pour penser cette transition, c'est que, bien sûr, on produit de plus en plus loin, par contre, c'est toujours nous qui consommons ces produits-là. Et pour gérer la déconnexion entre les lieux de production et les lieux de vente, on a besoin de logistique. On a besoin de toute une infrastructure qui permet le transport des matériaux, des biens et des matières, le stockage et l'acheminement jusqu'au magasin. Et ça crée du monde ouvrier. Donc, si vous voulez, il y a un monde ouvrier qui n'a pas disparu, mais qui en tout cas a diminué, mais il est aussi remplacé par d'autres mondes ouvriers. Et la logistique, ça fait partie de ces mondes ouvriers-là, en tant qu'infrastructure. On peut dire que c'est une sorte d'infrastructure du capitalisme. Alors juste pour le montrer un petit peu en chiffres, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres, je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, mais il y a deux choses intéressantes là-dedans. D'abord, le tableau du bas. La logistique, ça représente 900 000 emplois en France, donc c'est un très gros secteur, un secteur qui est important. Autre chiffre important sur ce tableau, et on en reparlera plus tard, parmi ces 900 000 emplois, il y a 80% d'emplois ouvriers. Donc il y a encore des secteurs qui sont très majoritairement ouvriers. Et on verra même que c'est un secteur qui s'ouvriérise, qui est de plus en plus ouvrier. En pourcentage, il y a de plus en plus d'ouvriers dans l'emploi logistique. Et autre chiffre qui est important, le tableau du haut, c'est les ouvriers, la part des ouvriers de la logistique dans les ouvriers au total en France. Dans les années 80, les ouvriers de la logistique ils représentaient 8% à peu près des ouvriers, du total des ouvriers. En 2012, ils représentaient 13%, et aujourd'hui, on sait qu'on est proche des 15%. Donc le monde ouvrier, lui aussi, est de plus en plus logistique. Et c'est ça un peu le changement qui me semble important. Et on verra dans la description du travail que ces ouvriers, c'est un petit peu les nouveaux OS, pour utiliser un terme qui a un petit peu disparu, OS pour ouvrier spécialisé, c'est un terme qu'on utilisait beaucoup dans les années 70-80 et qu'on a un petit peu oublié, et que ces nouveaux OS, ils travaillent dans ce que j'appelle, et c'est le titre de ma thèse, de ce qu'on pourra appeler des usines à colis. Des usines à colis, c'est-à-dire des usines où on ne fabrique pas des produits, mais on fabrique autre chose, pas un bien, on fabrique du flux.
du flux pour faire circuler les matières du capitalisme. Alors, le deuxième point qui me semble intéressant et dont j'ai déjà un petit peu parlé, c'est le rapport aux technologies. On a tous un petit peu cette idée en tête que les technologies, et notamment l'informatique, rendent le travail plus qualifié, plus complexe. C'est aussi avec ça qu'on peut relier aussi l'idée que les ouvriers seraient en voie de disparition. Cette idée, elle est fausse, ou en tout cas elle est fausse au moins en partie, et vous allez le voir tout au long de la présentation. L'informatique, elle peut aussi créer du travail déqualifié, ce que j'appelle parfois une sorte de taylorisme assisté par ordinateur. Alors pour expliquer ce point-là, avant de parler vraiment des entrepôts de la grande distribution alimentaire, je vais parler un petit peu d'Amazon parce que c'est vraiment un cas qui est intéressant pour montrer ça. Et pour montrer pourquoi cette image est parfois un peu faussée, cette image de l'informatique qui rend le travail plus qualifié. Ce qui est intéressant avec Amazon, c'est qu'avant que ce scandale émerge, alors par des mouvements syndicaux, mais aussi par des enquêtes journalistiques qui ont fait beaucoup de bruit, on avait tous un petit peu l'impression que Amazon, c'était, et c'est le mot qui était utilisé par les médias par exemple, c'était une entreprise qui relevait du domaine du high-tech, ou un mot qu'on entendait beaucoup aussi, de l'économie numérique, et parfois même on disait de l'économie du savoir. Et en fait, avec ces enquêtes, ces enquêtes journalistiques et ces grèves dans les entrepôts, on s'est rendu compte qu'une grande partie de la plus-value qui est dégagée par Amazon, du profit qui est dégagé par l'entreprise, ça ne repose pas sur le fonctionnement d'un algorithme et d'un site internet, mais sur l'exploitation à très grande échelle d'une main-d'œuvre dans les entrepôts. Donc voilà, ce qu'on peut retenir déjà, c'est que ce qu'on appelle parfois l'économie numérique, ça ressemble beaucoup, quand on rentre à l'intérieur de ces entrepôts, aux usines du passé. Et ce qui est encore plus intéressant avec Amazon, c'est que cette entreprise, elle cherche en permanence à renouveler cette image d'une économie moderne, numérique, légère. Il y a tout un vocable comme ça de la légèreté, de la fluidité qui est utilisé par l'entreprise et qui est utilisé par sa consommation. Il y a deux images que vous avez peut-être déjà vues circuler, parce qu'elles ont été beaucoup diffusées. La première, c'est celle de ces petits robots qui préparent tout seuls des commandes. Amazon a racheté l'entreprise qui fabrique ces robots, qui s'appelle Kiva. Et en fait, cette image, on l'a beaucoup vue circuler, notamment sur des murs Facebook. Et on la voit encore beaucoup circuler, parce que vous savez qu'on peut mettre des pubs sur les murs Facebook. Et dans les médias, cette image a été beaucoup diffusée d'un robot qui prépare tout seul des commandes. Ce qui est très intéressant, c'est que les entrepôts d'Amazon, y compris les entrepôts qui sont actuellement en cours de fabrication, en France par exemple, ne sont absolument pas conçus pour accueillir ce type de robot. Ils sont conçus pour accueillir des humains. Donc il y a un décalage important entre l'image que cherche à se donner l'entreprise et la réalité du travail. Autre image, ça c'est une image qu'on a vu apparaître également sur les murs Facebook ou sur Internet beaucoup, pendant les périodes de Noël. Alors c'est une capture vidéo, en fait c'était un tapis qui circulait avec une machine qui tamponnait les colis, et les colis souriaient à chaque fois que la machine s'actionnait. Et c'était marqué le rush de Noël. Ça aussi c'est intéressant, parce que le rush de Noël chez Amazon, ça ressemble pas du tout à ça. Le rush de Noël chez Amazon, c'est des entrepôts qui font travailler jusqu'à 1000 ouvriers, qui pendant une période de 2 à 3 semaines, peuvent passer jusqu'à 3000 ouvriers. Donc qui triplent leur main d'œuvre. Ce qui est assez extraordinaire. En France, on connaît peu quand même d'évolution comme ça, aussi massive de l'emploi. Donc le rush de Noël chez Amazon, c'est plutôt des ouvriers qui courent dans tous les sens, à toute vitesse, qui font 30 à 35 km de marche par jour pour préparer les commandes qu'on a effectuées sur le site internet. Donc vous voyez bien ce décalage entre les images qui sont présentées et la réalité concrète du travail. Alors, j'ai pas parlé des technologies chez Amazon, de l'outil technologique, mais chez Amazon, l'outil qui transforme le travail et qui rend le travail très peu qualifié, c'est des pistolets qui permettent de flasher des codes barres avec un écran dessus, un écran tactile. Et ce qui se passe en fait, je le dis rapidement parce qu'on reviendra sur ces histoires-là, mais quand on flash un code barre, l'écran nous indique le colis suivant à aller chercher. Et une chose qui est intéressante, c'est que sur l'écran s'affiche aussi un décompte en secondes du temps qui nous reste pour aller chercher ce colis. Donc ça va être 31 secondes, 30, 29, 28, et ça descend comme ça. Et les ouvriers sont amenés comme ça, et c'est ça qui est important en fait, qui est fondamental dans le changement du travail, à suivre un scénario, une sorte de script, point par point, sans jamais savoir ce que va être le point suivant. Et c'est ça qui est important, qui fait perdre de l'autonomie, c'est qu'on suit toujours point par point. Alors dans les entrepôts de la grande distribution alimentaire, il n'y a pas d'écran tactile et de pistolet, il y a un autre outil qui est tout aussi perturbant et qui s'appelle
le guidage vocal. Alors, oubliez le petit 2, j'ai mal préparé mes photos. Qui s'appelle le guidage vocal, ou commande vocale, ou en anglais voice speaking. Alors comment ça se passe? Et c'est ce qu'on va essayer de regarder en détail, mais je vous l'explique rapidement. Et vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez regardé ce fameux documentaire Cache Investigation. On pourra en reparler après, c'est vraiment intéressant ce qu'a provoqué ce documentaire. Ce qui se passe, c'est qu'ici, le logiciel, il n'indique pas les colis à prélever à travers un écran, mais à travers une voix numérique, une voix de synthèse. Donc tous les ouvriers ont un casque sur les oreilles, un micro devant la bouche, et c'est une voix numérique qui leur guide chacune des tâches. Et eux, ils valident les tâches par reconnaissance vocale en prononçant des mots-clés. Donc il y a une espèce de dialogue qui s'effectue comme ça, dialogue entre guillemets, parce que c'est très simpliste, entre l'homme et la machine. La machine vous dit commencez mission, et vous répondez à chaque fois, ok, allée 1, donc vous devez aller dans l'allée 1 de l'entrepôt, vous avez vu, ça ressemble à ça, les allées des entrepôts, je vais montrer tout à l'heure, des allées comme ça, allée 1, ok, emplacement 35, ok, 3 colis, et là, en prenant les colis, vous validez 1, 2, 3, ok. Donc on dit à peu près 3000 fois OK par jour pour valider chacune de nos tâches. Donc vous voyez, même sans décrire exactement ce que ça va provoquer, on voit tous que c'est un mode de travail qui est extrêmement contraignant, qui offre très peu d'autonomie. Ce que je vais essayer aussi de montrer dans les parties suivantes. Donc la première partie, ce sera vraiment sur le changement du travail. Ensuite, on regardera les perceptions, comment cet outil-là est perçu. Dans une partie suivante, on parlera aussi de l'impact, qui est très important en termes de santé, et de comment cet impact en termes de santé, ça sera la fin de la présentation, oriente aussi les entrepôts, en tout cas en partie, vers des nouvelles technologies, nouvelle introduction de nouvelles technologies, mais cette fois directement mise en place pour des problématiques de santé. Et en fait, on va parler de technologies de type exosquelette, je ne sais pas si vous savez, des armatures métalliques qu'on met sur le dos, des exosquelettes, ou de l'automatisation complète des entrepôts, et la pseudo, parce que vous verrez que ce n'est pas tout à fait le cas, disparition de ces ouvriers. Donc ça va être ça un peu toute la ligne de la présentation. Alors avant de commencer vraiment de rentrer dans le vif, je voudrais juste vous présenter quand même comment a été effectuée cette enquête. Cette enquête, je l'ai faite principalement par observation participante et par entretien. Alors c'était des observations participantes dissimulées, c'est quelque chose qui se fait parfois, qui se fait pas mal en France, c'est une méthode qu'on utilise beaucoup. Observation participante dissimulée, ça veut dire que je me faisais embaucher comme intérimaire dans des entrepôts de la grande distribution, sans en prévenir l'entreprise que je me faisais explicitement embaucher pour observer le travail. Alors ce qui se passe souvent dans les thèses de doctorat, c'est que il se trouve que ce secteur-là, la logistique, moi je le connaissais déjà très bien avant même de commencer mes études en sociologie. J'ai toute une partie de ma famille qui travaille dans des entrepôts. Et en fait, moi c'est le premier boulot que j'ai fait l'été pour gagner un peu d'argent. Et j'ai fait ensuite très régulièrement ce boulot, presque tous les étés, jusqu'à l'arrivée en thèse. Et là, j'ai commencé vraiment à faire une recherche sur ce sujet-là. Alors, cette façon d'observer le travail, elle a ses intérêts et aussi ses limites. Le premier intérêt, qui est vraiment important, c'est que l'intérim, c'est une porte d'entrée très très rapide dans les entrepôts. On en reparlera ensuite. Il y a beaucoup de turnover dans les entrepôts. Il y a une rotation permanente de la main-d'œuvre. Donc il y a une recherche permanente d'emploi. Et en fait, à chaque fois que moi j'ai voulu chercher un terrain, je me présentais le matin dans tout un tas d'agences d'intérim dans une ville. J'allais voir toutes les agences d'intérim. Et à chaque fois, pour chaque terrain, soit le soir même, soit le lendemain matin, j'étais déjà dans un entrepôt qui correspondait à peu près à ce que je voulais observer. Donc c'était très rapide, beaucoup plus rapide que de négocier avec des entreprises comme celles que j'ai citées, un Carrefour, Leclerc et Super U. Quand on est sociologue du travail, c'est pas du tout évident d'entrer dans ces entreprises-là. Donc pour en parler, je le fais actuellement en tant que sociologue du travail, ça me prend beaucoup plus de temps que l'intérim. La limite, c'est que c'est pas toujours facile de choisir exactement l'entrepôt dans lequel on veut entrer. Donc parfois, il faut tester, en faire quelques-uns, et ça prend beaucoup de temps. Parfois, ça peut prendre du temps avant d'arriver vraiment dans un entrepôt qu'on veut observer. Ce qui est quand même intéressant dans ces modes d'observation, c'est que c'est des observations qui, du coup, débordent le cadre vraiment strict du travail. Je suis pas là juste pour observer les tâches. Ça, je pourrais me mettre avec un stylo et regarder quelqu'un faire. Déjà, je fais le travail moi-même. Et en plus, j'observe tout ce qu'il y a autour du travail, c'est-à-dire les moments de pause, par exemple, et ça c'est très intéressant pour moi, mais aussi le hors-travail, les moments avant le travail ou après le travail avec les collègues, les sorties après le travail, par exemple. Donc ça déborde un peu le cadre strict du travail.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on fait des périodes d'observation longues, et c'était le cas pour moi à chaque fois, c'est-à-dire que j'ai retenu, au final, j'ai observé pendant le temps de la thèse 3 entrepôts, et chacune des observations dans ces 3 entrepôts, c'était au minimum 2 mois, et la plus longue, c'était presque 3 mois. Donc c'est des temps assez longs, et c'est des temps qui permettent de ressentir, par exemple, les premiers ressentis sur le corps, sur la fatigue, le changement du mode de vie aussi, parce qu'on a beau être sociologue du travail, hein, quand on travaille tous les jours en entrepôt, on change un peu son mode de vie, on lit moins par exemple, on a plus envie de regarder la télé ou des choses comme ça. Donc ça permet aussi de ressentir ces choses-là. La transformation du corps aussi, c'est un métier qui est extrêmement physique, on l'expliquera. Et quand on n'est pas habitué à faire beaucoup de sport, ce qui est mon cas, le corps se transforme vite et c'est intéressant. Et après on perd tout ça très vite malheureusement aussi. Et voilà. Bon, par contre, ce qui est vraiment important à retenir dans ce type d'enquête, c'est que pour autant, quand on fait ça pendant 2 à 3 mois, on n'est pas un ouvrier. Il n'est absolument pas question de faire comme si on était un ouvrier pendant ces 2 à 3 mois-là. On n'a pas le même horizon que les ouvriers avec lesquels on travaille. Nous, on sait que ça va se finir et qu'on fera autre chose. On n'a pas le même parcours antérieur aussi. On n'a pas tout à fait les mêmes sociabilités hors travail. On ne pratique pas les mêmes loisirs. Et moi, il se trouve que je venais d'un milieu plutôt populaire, donc j'arrivais parfois à participer à ces sociabilités-là. Tout ce qui tournait autour du football, par exemple, c'était des choses qui facilitaient ma sociabilité dans l'entrepôt. Par contre, il y avait clairement certains types de blagues, par exemple, certains moments, des blagues populaires, viriles, un peu dures, très sexistes, où là, moi, je ne peux plus suivre parce que c'est trop déconnecté avec mon univers social. Donc là, mais en tout cas, l'idée importante à retenir, c'est qu'on n'est pas un ouvrier. Ce qui veut dire qu'il y a une autre étape très importante quand on fait l'observation, c'est qu'il faut absolument faire des entretiens en parallèle. Il faut rencontrer les personnes, donc ces personnes c'était mes collègues, et discuter avec eux. Il faut que eux décrivent la façon dont ils perçoivent le travail. C'est pas moi qui vais décrire ma perception à moi. Donc ce qui se passait, c'est qu'à la fin de chaque terrain, à la fin des 2 mois de travail, donc c'était 1 semaine ou 2 semaines avant de finir, je commençais à en discuter avec tout le monde et je disais, dès le début, je m'étais présenté de toute façon comme un étudiant. Et j'expliquais que je faisais un dossier, c'est pour ça que je prenais des notes aussi un petit peu. Et au bout d'un moment, il fallait que je leur dise, et c'est là que je deviens plus seulement un collègue, mais un peu plus un chercheur, que je voulais faire des entretiens avec eux. Alors, ça peut paraître compliqué dans ce cas-là, la transition entre tout d'un coup le collègue qui devient un peu chercheur. En fait, c'était pas vraiment le cas. Pas vraiment le cas parce que de toute façon, les collègues acceptaient toujours de faire l'entretien. J'ai eu très très peu de refus pour me rendre service, tout simplement parce qu'en fait, il y a une sociabilité qui est très riche dans les entrepôts. Et comme il y a beaucoup de turnover, en fait, quand on croise quelqu'un pendant 2 mois, on devient très proche parce qu'en fait, c'est rare de voir quelqu'un qui reste 2 à 3 mois. Les gens circulent beaucoup. Donc en fait, je m'entendais très bien avec les gens. Ils acceptaient pour me rendre service la plupart du temps. Et j'avais beau dire que j'étais pas seulement un étudiant, que c'était pas un mémoire, c'était une thèse en fait. En fait, les gens me disaient tout le temps mémoire. Personne me disait ça avance ta thèse, c'était ça avance ton mémoire ou ton dossier. Et j'avais beau essayer de l'expliciter, même avec des gens avec qui je m'entendais très bien. En fait, et là je vais citer un auteur qui dit exactement la même chose, qui s'appelle Donald Roy, qui est un sociologue américain des années 60 qui faisait la même chose. J'avais beau expliquer aux gens que j'étais en doctorat dans une grande université, c'est ça la citation, j'étais toujours le loser qui se faisait passer pour un étudiant. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens dans les entrepôts qui, comme moi, se disent aussi étudiants et qui mélangent un peu les 2 identités, ouvriers, étudiants. Et il y a une partie de ces gens-là qui se disent étudiants qui, en fait, sont en train de devenir des ouvriers. Et j'avais beau le dire, j'étais quand même rangé dans cette catégorie-là. Et pour finir sur le terrain, donc des entretiens avec les collègues, mais pas seulement, aussi avec des cadres, avec des experts de la santé aussi, et aussi tout un travail de documentation et un travail d'analyse statistique. Voilà, c'était la fin de cette grande présentation du terrain. Donc maintenant, comment ça se passe concrètement le travail sous commande vocale dans les entrepôts ? Alors la première chose importante quand même, c'est que dans un cas comme celui-ci, la machine, c'est pas vraiment le petit micro qu'on a devant la bouche et le casque qu'on a sur les oreilles. La vraie machine qui dirige le travail, qui gère tous les stocks et qui gère toute l'organisation du travail, c'est le logiciel auquel est connecté l'ouvrier par l'intermédiaire du casque. Donc ces logiciels, c'est ce qu'on appelle des progiciels de gestion, ou un mot qui est beaucoup utilisé aussi, c'est des ERP, pour Enterprise Resource Planning. En fait, c'est des logiciels qui pilotent l'activité des entreprises et qui sont de plus en plus utilisés dans toutes les grandes entreprises. Quasiment, il y a un progiciel. Donc ces progiciels, c'est des outils de rationalisation. Ils visent à contrôler l'activité, à contrôler toutes les procédures dans le travail. Donc dans les chaînes logistiques,
L'entrepôt, il a son logiciel, mais le supermarché a aussi son logiciel, et le fournisseur a aussi son logiciel. Et ce qui se passe en fait, c'est que les informations s'échangent entre le fournisseur, l'entrepôt et le supermarché. Donc il y a un circuit comme ça d'information. Et ce circuit d'information, grâce à des outils comme le casque, il est connecté aussi au travail ouvrier. Et c'est très facile de se le représenter de façon à peine caricaturale, mais c'est vraiment presque comme ça que ça se passe. Si vous voulez, quand vous êtes dans le supermarché, quand la caissière flash votre produit, le logiciel, il enregistre qu'il y a un produit manquant, il envoie l'information à l'entrepôt qu'il faut qu'il envoie un colis au supermarché. Ça arrive dans les oreilles du préparateur de commande, à qui le logiciel dit de prendre ce colis pour le mettre sur une palette en bois, des palettes comme ça, et en mettre plusieurs, l'envoyer vers le supermarché. Et quand le préparateur de commande fait ça, automatiquement, quand il valide une prise de colis, l'information est envoyée au fournisseur, Coca-Cola, Evian ou d'autres, qu'il doit envoyer lui aussi du Coca-Cola ou de l'Evian dans l'entrepôt. Donc vous voyez, il y a une chaîne comme ça qui s'effectue, et à chaque fois, l'information circule très vite. Elle circule très vite grâce au logiciel. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette vitesse de l'information, elle se répercute aussi en termes d'intensification du travail. Alors, pour voir un petit peu comment le travail s'est intensifié, comment il a été modifié, il faut faire un petit retour en arrière. Un retour en arrière très rapide. Avant la commande vocale, les ouvriers travaillaient avec des listings papier. Donc vous avez tous une feuille, comme ça, avec l'ensemble de la commande, l'ensemble des produits qu'ils devaient prélever. Quand ils avaient un listing papier, ces ouvriers, ils avaient la possibilité de visibiliser toute la commande. Ils voyaient l'ensemble d'une tâche qui prenait à peu près 1 heure, 1 heure et demie de temps. Donc 1 heure et demie de temps, c'est le temps qu'il faut pour mettre tous ces produits, j'étais trop vite, sur une palette. Donc en fait, on stocke tous les produits comme ça sur la palette en circulant dans l'entrepôt et en allant chercher tous les colis. Quand ils avaient ce listing, les ouvriers ils pouvaient choisir l'ordre dans lequel ils prélevaient les colis. Donc ils regardaient, ils faisaient ce qu'ils appellent tous, ils visualisaient la palette en regardant le listing et ils savaient ce qu'ils allaient faire dans l'heure ou l'heure et demie à suivre. Et quand ils faisaient ça, quand ils pouvaient faire ça, ils avaient tous un savoir-faire qui était important dans les entrepôts, qui était très fortement valorisé, que moi j'ai vu avant la commande vocale et que j'ai vu disparaître avec la commande vocale. Et ce savoir-faire, il consistait à construire des belles palettes. Ça, c'est typiquement un savoir-faire ouvrier. La belle palette, c'est une palette, et ça en fait on ne dirait pas, mais c'est une très belle palette. C'est une palette qui est capable de tenir en équilibre. C'est un empilement de colis qui sont capables de tenir en équilibre tout en se déplaçant dans l'entrepôt. Donc on n'a pas besoin de mettre du film plastique ou quelque chose autour, ça tient en équilibre. En fait, c'est un espèce de Tetris, tous les ouvriers disent ça, c'est un Tetris qui est assez compliqué, qui nécessite plusieurs semaines, voire plusieurs mois de formation. Alors ça paraît un peu anecdotique quand on le dit comme ça, surtout le qualificatif de belle palette, ça fait un peu une dimension esthétique. Mais en fait, c'est important ce type de représentation dans le travail ouvrier. Parce que tous les ouvriers qui me parlent de ça, qui sont plutôt des anciens du coup, parce que les nouveaux ouvriers ont perdu cette perception-là, me disent tous qu'une belle palette, qu'est-ce que c'est ? C'est une palette, une fois qu'on la dépose sur le quai, pour qu'elle soit chargée dans le camion, elle ne bouge pas. Donc pour le personnel du quai, c'est plus facile à manipuler. Quand on la met dans le camion, et ça c'est très important aussi pour les chauffeurs routiers, c'est une palette qui reste stable pendant le transport, et c'est très important pour la conduite du véhicule. Et ensuite, quand on la livre en magasin, et quand on retire le film plastique ou les bandes qu'on met autour tout à la fin, donc quand l'ouvrier des rayons dans le magasin, il retire ça pour mettre les produits en rayon, la palette elle s'écroule pas, elle reste stable. Et en fait ça, d'avoir cette perception-là du travail, c'est une perception collective. Perception d'une tâche collective avec des métiers qui sont connectés entre eux. Et ça, c'était une représentation du travail qui existait beaucoup avant la commande vocale. La commande vocale, elle supprime ce savoir-faire. Elle le supprime complètement puisqu'on est obligé de suivre un scénario point par point et que je vous l'ai dit, on ne peut pas du tout anticiper sur ce qu'on va faire ensuite. Cet outil, non seulement il supprime ce savoir-faire, mais en plus, il produit de l'individualisation dans le travail. En fait, auparavant, pour faire son travail quand on était préparateur de commande, il fallait discuter avec les chauffeurs pour savoir à quelle heure arrivait le camion, discuter avec les caristes, qui sont ceux qui stockent les palettes dans l'entrepôt, pour savoir si tel ou tel produit était disponible. Il y avait tout un ensemble de connaissances à avoir comme ça et de contacts à avoir auprès de ses collègues. Ce commande vocale, on a juste à suivre le scénario, et on ne doit surtout pas faire autre chose que suivre le scénario. C'est présenté comme ça, et réellement c'est ça. Si on commence à réfléchir ou à essayer de faire une belle palette ou d'aller voir ses collègues quand on travaille sous commande vocale, ça devient impossible. Et concrètement c'est le cas. Donc voilà, il y a vraiment une individualisation.
Autre forme d'individualisation, c'est celle qui est produite par le simple fait de porter un casque sur les oreilles. Ce que l'INRS, l'Institut National de Recherche sur la Santé, appelle un effet bulle sonore. C'est quelque chose qu'on connaît tous. C'est ce qu'on ressent quand on écoute de la musique, par exemple, dans les transports en commun. Vous savez, ça crée une sorte de bulle. Et ça, en fait, quand on travaille avec cette bulle au travail, c'est assez frappant. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. On s'isole du collectif. Autre forme, alors qui est plus anecdotique, mais par contre qui est plus choquante, d'individualisation, c'est quand on croise quelqu'un dans l'entrepôt, quand on croise un collègue, et qu'on lui dit bonjour. En fait, la machine ne reconnaît pas bonjour, ça ne fait pas partie des mots-clés qui sont préenregistrés. Donc elle vous répète, jusqu'à temps que vous arrêtiez de le dire, répétez ce mot n'est pas compris, répétez ce mot n'est pas compris. Et si on se met à discuter avec quelqu'un, elle vous répète sans arrêt, répétez ce mot n'est pas compris. Alors on voit des gens des fois qui discutent de l'entrepôt avec la machine qui leur parle, ce qui est un peu perturbant. Alors quand j'ai dit que c'était anecdotique, c'est parce que bien sûr on peut retirer le casque. On n'a pas le casque vissé sur les oreilles, on peut l'enlever pour discuter avec un collègue, mais c'est différent parce que ça implique de s'extraire de la tâche pour se mettre à discuter avec quelqu'un, et c'est pas la même chose que de discuter avec son collègue tout en faisant les gestes du travail. Et surtout, et dernier point sur les formes de travail, et surtout c'est difficile de retirer le casque en entrepôt, parce que dans tous les entrepôts, et la commande vocale a bien sûr facilité ça, sont mis en place des primes de productivité, des quotas de productivité et des primes de productivité quand on les déplace, individuelles. Donc c'est mesuré en colis prélevés par heure de travail, c'est de l'ordre de 150 à 250 colis par heure de travail, ça dépend du type de produit, si c'est des boissons, de l'épicerie ou d'autres produits. Et les primes qui sont associées à ces quotas sont très importantes. Dans les entrepôts que j'ai pu observer, ça allait jusqu'à plus de 300 €, jusqu'à un tout petit peu plus de 300 € par mois pour des ouvriers qui sont payés au SMIC. Donc vous voyez, c'est plus d'un quart du salaire, c'est une partie très importante du salaire. Et quand on a des primes aussi élevées, la prime pour ces ouvriers-là, c'est pas juste un bonus qu'on peut avoir de temps en temps quand on travaille vite, ça devient vraiment une partie intégrante du salaire qu'on est obligé d'avoir tous les mois. Et un exemple qui est frappant, c'est que par exemple quand les ouvriers font des prêts à la consommation, quand ils calculent le remboursement possible des prêts à la consommation, ils ne prennent pas le salaire normal, ils prennent le salaire avec la prime. Donc c'est un salaire qu'on doit avoir tous les mois, et donc on doit travailler très vite, et ça a produit vraiment une intensification du travail. Et c'est frappant en entrepôt, on voit beaucoup les gens courir dans l'entrepôt, aller à toute vitesse, se mettre dans des états de stress quand ils n'arrivent pas à atteindre leur prime de productivité. Et on voit beaucoup aussi se développer, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais des formes de compétition sportive entre ouvriers qui cherchent à aller le plus vite possible et qui de toute façon ont en permanence leur chiffre de productivité, qui peuvent les comparer entre eux. Et ce qu'on pourrait dire un petit peu, c'est que la perte du savoir-faire ouvrier, qui est un savoir-faire collectif, elle est remplacée, mais vraiment remplacée à minima, par d'autres types de savoir-faire, qui sont vraiment des savoir-faire à minima. Et ce savoir-faire, c'est le fait de savoir travailler très vite, de faire le travail très vite, et de contrôler sa productivité. Il y a quand même une dernière forme de l'encadrement que je n'ai pas évoquée. Vous l'avez peut-être pensé quand je l'ai expliqué. Donc cette fois pas en termes d'intensification ou d'individualisation, mais en termes de contrôle. À chaque fois qu'un ouvrier valide une tâche avec la commande vocale, un responsable d'équipe peut voir cette tâche affichée dans son bureau sur un logiciel. Donc il y a vraiment un suivi de l'activité qui est très restreint, puisqu'on valide en fait toutes les 15 à 20 secondes, on valide un nouveau mot-clé, et à chaque fois, ça permet de savoir quel type de produit on prend, parce qu'en fait c'est fait pour tracer les colis, c'est très important la traçabilité dans la logistique, mais à chaque fois qu'il y a de la traçabilité des produits, il y a aussi du contrôle du travail, puisqu'on sait où se trouve la personne dans l'entrepôt, quel colis elle prend et à quel rythme elle le prend. Donc ça c'est une forme d'encadrement qui est importante et qui pourtant n'est pas tant utilisée que ça, puisqu'en fait, avec un système qui contrôle les gestes du travail au niveau atteint par la commande vocale, et des primes de productivité qui contrôlent le rythme de travail, ce contrôle des cadres que les cadres pourraient effectuer sur le logiciel, il est très peu effectué. Ils le font très peu. Eux-mêmes me disent, on a très peu besoin de suivre les gens. Les gens, et même ils s'en plaignent en fait, ils se plaignent de ça. Pour eux, c'est une sorte de perte de leur prérogative. Ils me disent par exemple, on a des intérimaires qui disent bonjour à personne, on sait à peine qui c'est, ils viennent, ils mettent le casque, ils font leur journée à toute vitesse, ils repartent, ils rangent le casque et on les voit à peine. Donc même pour l'encadrement, c'est quelque chose qui est gênant. Alors maintenant, comment cet outil-là, il est perçu? C'est intéressant de savoir comment les gens ont pu réagir, parce que
il ne faut pas considérer que la réaction qu'on peut avoir nous avec ces outils-là, qui est un peu choquante, ou surtout quand elle est présentée par un sociologue du travail qui la présente aussi de cette façon-là, il ne faut pas considérer que c'est le cas pour tout le monde. Et en fait, quand la commande vocale a été mise en place dans les entrepôts, il n'y a pas eu de réaction majeure, contrairement à ce qu'on pourrait croire, excepté peut-être une réaction syndicale sur le contrôle, justement, ce que je viens de vous décrire, ce que les syndicats appelaient le flicage. Donc ils avaient très peur du flicage, qu'on flique les ouvriers. Et ça, en fait, ça a été très rapidement pris en charge par les directions, qu'on fait appel à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui a émis des avis et des préconisations pour éviter le contrôle en entrepôt, de façon très très souple. C'est en fait ce que fait la CNIL, c'est qu'elle interdit à l'encadrement d'utiliser les données dont il dispose pour contrôler les ouvriers. C'est comme les caméras dans les supermarchés, l'encadrement a les caméras devant lui, mais des caméras qui surveillent le vol normalement, mais n'a pas le droit de les regarder pour observer les employés. Donc c'est très limité, mais de toute façon, je vous l'ai dit, c'est pas forcément le gros problème avec la commande vocale. S'il y a eu peu de réactions parmi le personnel, c'est aussi parce que ce type de technologie est présenté et a été présenté par l'encadrement comme une modernisation des métiers, une valorisation des métiers. On a beaucoup dit aux ouvriers, vous allez travailler avec des ordinateurs, et ça, pour un secteur comme la logistique, on est plutôt dans des entrepôts qui sont vétustes, sales, mal éclairés, où tout le monde travaillait avec du papier. C'était plutôt enthousiasmant pour les ouvriers, et tout le monde a vraiment eu l'impression que le travail allait se moderniser. Il y a aussi tout un vocable qui cette fois venait pas spécifiquement de l'encadrement de la grande distribution, mais qui était proposé par les concepteurs de l'outil, les ingénieurs qui ont conçu l'outil, qui était vendu, si vous voulez, avec l'outil. Tout un vocable de la liberté et de l'autonomie au travail, qui a beaucoup été utilisé pour présenter l'outil. Alors pourquoi liberté et autonomie? Ça paraît un peu contradictoire avec ce que je viens de dire. En fait, on disait que la commande vocale, ça libère la main et les yeux du préparateur de commande. La main parce qu'il n'a plus à avoir son listing papier, et les yeux parce qu'il n'a plus à regarder sur le listing quel colis il doit prendre. Donc ça libère la main et les yeux. Et autonomie, c'était parce que justement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les ouvriers n'ont plus besoin d'aller voir leurs collègues pour leur demander tel ou tel renseignement. Et vous voyez bien comment des mots peuvent être pris dans un sens différent. Ce que les concepteurs de l'outil ont appelé de la liberté et de l'autonomie, c'est ce qu'en sociologie du travail, on pourrait appeler aliénation, pour la perte de contact avec les objets, et individualisation, pour la perte de contact avec les collègues. Alors aujourd'hui, plus personne ne parle d'autonomie et de liberté en entrepôt. Tout le monde est conscient de ce qui s'est passé et de ce qui se passe, y compris l'encadrement. Et il y a une phrase, par contre, qui revient beaucoup aujourd'hui, et qu'on entend beaucoup dans entrepôts, et que je vous ai mis ici, c'est « on est des robots ». Ça, c'est la phrase telle qu'elle est prononcée en permanence par les ouvriers, ou « ce sont des robots », comme le prononcent les cadres, ou parfois les chercheurs qui les observent. Alors, je voudrais revenir un peu sur ce terme de robot. On entend beaucoup cette formulation en ce moment, je trouve. Bien sûr, pour un sociologue qui observe le travail ouvrier, c'est très tentant d'utiliser ce terme, de dire que les ouvriers sont des robots, qui se sont robotisés. Et pourtant, ce terme, bien sûr, il n'est pas satisfaisant. En fait, si c'était des robots, on les remplacerait par des robots. Là, on parle bien de travail humain. Et la preuve que ce ne sont pas des robots, on le verra dans la partie suivante, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de santé dans les entrepôts. Donc non, ce ne sont pas des robots. Et moi, il me semble que si les ouvriers prononcent très rapidement en entretien cette phrase « on est des robots », c'est plutôt pour anticiper la formulation de cette phrase par autrui. Si vous voulez, le robot, c'est un stigmate. C'est le stigmate du travail déqualifié. Et plutôt que de s'entendre dire mais en fait, vous êtes des robots, les ouvriers en entretien préfèrent me dire tout de suite, très rapidement, de toute façon, on est des robots. C'est quelque chose qui a été observé dans plein d'autres enquêtes en sociologie, notamment chez les prostituées, par exemple. Au début des entretiens, les prostituées disent toujours « de toute façon, on n'est que des putes ». C'est vraiment la phrase qui revient. Les enquêtes qui ont été faites là-dessus sont flagrantes sur ce point. Et comme les ouvriers, un peu plus loin dans l'entretien, très souvent, ces femmes-là finissent par dire non, mais on n'est pas que des putes. Et moi, j'ai beaucoup d'entretiens où en fait il y a on est des robots au début de l'entretien, et plus loin dans l'entretien, non, mais on n'est pas des robots. Donc les deux phrases se contredisent, et pas tant que ça en fait. C'est juste un stigmate dont on préfère se protéger des fois en anticipant la formulation, mais dont on se sert aussi pour dénoncer les conditions de travail auxquelles on est exposé.
Et quand on observe par contre le travail au quotidien, ce qui est intéressant, c'est que les personnes, les ouvriers, cherchent en permanence à se détacher de cette image du robot. Alors il y a plein de façons de le faire. Une façon de le faire, c'est de contourner l'outil. Par exemple, il y a beaucoup d'ouvriers qui, au lieu de se déplacer dans l'entrepôt avec la commande vocale, faisaient semblant de valider les colis alors qu'ils ne se déplaçaient pas. Très concrètement, en fait, il y avait des ouvriers qui, en salle de pause, s'installaient comme ça avec le casque et le micro devant les oreilles et disaient comme ça, en prenant leur café ou en fumant leur cigarette, ok, 1, 2, répétez, ok, commence l'émission, ok, 1, 2, et en fait, ils validaient tous les colis et ils notaient sur une feuille papier tous les colis qui étaient validés, en notant chacune des adresses et le nombre de colis qu'il fallait prendre, pour pouvoir, en fait, vous avez compris, je pense, reproduire le travail tel qu'il existait sous son ancienne forme. Alors ça, c'était très intéressant comme forme de contournement, sauf qu'avec ce type d'outil, on voit très rapidement, et c'est là que le contrôle est intervenu par contre, on voit très rapidement, les cadres ont vu très rapidement que certains ouvriers faisaient ça, et ce qui a été instauré dans tous les entrepôts, c'est que devant les racks de stockage, on en voyait, je crois, là, on les voit pas trop ici, mais maintenant on met des étiquettes devant les racks de stockage avec un code détrompeur, et quand les ouvriers sont devant l'emplacement, ils doivent prononcer ce code détrompeur pour que la machine leur donne le nombre de colis à prendre. Donc ça, c'est un contournement qui a duré très peu de temps et qui a été vraiment très rapide. Alors, autre façon de s'éloigner de cette figure du robot, non pas en contournant, mais en détournant. Et ça, par contre, c'est toujours possible. Il y a beaucoup de formes d'humour qui sont associées à la commande vocale. Par exemple, on lui donne systématiquement un nom dans les entrepôts. Alors, comme c'est une voix féminine, on lui donne un nom féminin, un peu ancien, de type Monique, Morissette, des choses comme ça. On l'insulte beaucoup aussi. On la traite de salope. C'est beaucoup des blagues à caractère sexiste. On est dans un milieu ouvrier. Et encore plus marrant, je trouve, on la dupe. Puisqu'en fait, la commande vocale, elle enregistre pas des vraies informations, elle enregistre juste des sons. Et par exemple, quand on dit les codes des trompeurs, au lieu de dire 4-1, ça c'est les codes qui sont affichés, on peut dire 4-1, donc on est toujours dans les blagues sexistes, hein. Au lieu de dire 2-2, on peut dire neuneu, et en fait on peut même faire des combos comme ça s'appelle vraiment des combos, en enchaînant les jeux de mots, tout en travaillant, puisqu'en fait l'intérêt du jeu c'est de pouvoir le faire tout en travaillant. Si ça fait bugger la machine, la performance n'est pas appréciée par les collègues. Et on joue comme ça à se distancier un peu de la figure du robot. Et une dernière façon de s'en distancier, dans des moments d'énervement, parce qu'en fait, à certains moments, par exemple quand on est malade ou les lendemains de fête, la voix change de ton, et là la machine fonctionne très mal. Et ça c'est très compliqué, elle répète sans arrêt, répéter, ce mot n'est pas compris. Et là des formes de résistance, ça peut être de casser le casque, donc il y a beaucoup de bris de casque. Je dis bris exprès pour reprendre bris de machine, c'est une expression qui a été utilisée pour les destructions de machines au 19e siècle. Sauf que là, vous avez bien compris, de casser le casque, c'est pas casser la machine, c'est juste casser l'interface. Il suffit d'aller au bureau, de reprendre un casque et on peut continuer le travail, puisque la vraie machine, c'est le logiciel. Donc toutes ces formes de résistance, on pourrait dire, elles sont symboliquement importantes, mais elles sont vraiment assez limitées en termes de réappropriation du travail. Alors, dernier point sur les perceptions. Sur la façon, quand je dis que cette technologie est peu critiquée, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, même si les problèmes de santé ont fait émerger une critique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les ouvriers qui arrivent dans ces entrepôts, ils ont des parcours professionnels antérieurs qui les ont exposés à plein d'autres types de pénibilité. Du coup, il y a un terme qui revient tout le temps aussi dans les entretiens, c'est que l'entrepôt, c'est pas pire qu'ailleurs. C'est pas pire qu'ailleurs parce qu'une partie de ces ouvriers sont passés par le travail à la chaîne, par exemple, dans les entrepôts agroalimentaires. Donc c'est un travail posté, cette fois on ne bouge pas. Le fait d'être posté, c'est ce qu'on appelle tous les postes où il faut se battre pour aller pisser. C'est aussi une expression qui revient beaucoup. Ça c'est très difficile. Quand on ne peut pas bouger de son poste et qu'on est vraiment attaché au poste, c'est plus difficile que dans l'entrepôt, en tout cas c'est très pénible par rapport à un entrepôt où on peut se déplacer. Tous les secteurs aussi où l'exposition au risque concerne des risques de cancer, la pétrochimie, le nucléaire, la métallurgie par exemple. Tout ça, ce sont des expériences de travail pour ces ouvriers-là que eux considèrent comme des repoussoirs absolus, dont ils ne veulent plus entendre parler. Et quand on a des repoussoirs comme ça partout dans son parcours, au final, l'entrepôt, c'est pas forcément le pire des univers. Donc ça, c'est important à comprendre pour comprendre comment les formes de travail sont perçues et pour comprendre ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que nous, ça puisse nous choquer.
Et que quand on est ouvrier, c'est pas forcément le cas, ou en tout cas pas de la même manière. Je vais passer sur plusieurs points parce que sinon je vais pas avoir le temps de tout dire. Je voudrais arriver à un point qui est vraiment important, et je vous l'ai dit, c'est là que les formes de résistance, ou en tout cas de paroles critiques ont émergé. C'est que ces nouvelles technologies dans les entrepôts, elles ont créé des gros problèmes de santé au travail. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais l'introduction de la commande vocale dans les entrepôts, ça a provoqué une hausse de la productivité de 10 à 15%, de la productivité individuelle des ouvriers. C'est-à-dire que les personnes qui faisaient ce métier depuis 5 à 10 ans, 2 à 3 semaines après utilisation de la commande vocale, travaillaient 10 à 15% plus vite qu'auparavant. Donc ça va beaucoup plus vite. Autre point important sur la pénibilité, ça non plus je ne l'ai pas dit, dans un entrepôt, on soulève des colis, on les soulève du haut vers le bas avec des génuflexions, et on soulève beaucoup de colis. Quand on calcule ce qu'on appelle le tonnage journalier, c'est-à-dire le total des colis qu'on soulève par jour, selon le type de secteur, dans l'épicerie, quand on fait la préparation de commande dans l'épicerie, on atteint 3 à 4 tonnes de produits soulevés par individu et par jour. Dans les secteurs comme la boisson, on est à 7 à 8 tonnes de produits soulevés. Et dans les secteurs où les produits sont les plus lourds, comme les fruits et légumes, j'ai mesuré, parce qu'en fait je mesurais quotidiennement ces charges-là, jusqu'à 10 à 12 tonnes avec des heures supplémentaires, c'était le maximum, de produits soulevés par jour et par individu. Donc on est sur des ports de charge qui sont très très importants. Qu'est-ce que ça produit tout ça ? Ça produit tout un ensemble de troubles, de problèmes du dos. Alors s'il y avait une maladie du préparateur de commande, ça serait la lombalgie, mais aussi des chevilles, de toutes les articulations en fait, les coudes, les genoux, le cou aussi, parce qu'il y a beaucoup d'utilisation du cou dans les mouvements. Et en fait, c'est pas vraiment des maladies en tant que telles, ou plutôt c'est ce qu'on appelle des pathologies de l'hypersollicitation. Hypersollicitation, c'est quand on reproduit un geste de façon très répétitive, et ça, c'est aggravé quand il y a un port de charge en plus de ça. Et quand on dit que c'est pas vraiment des maladies, c'est que plutôt que des maladies, en fait, c'est une usure accélérée du corps. Et les dernières études de l'INRS sur ce type d'entrepôt montrent qu'au bout de 4 à 5 ans, les préparateurs de commandes commencent à développer tout un ensemble de pathologies, celles que je vous ai désignées. Ce qui est très rapide en fait. 4 à 5 ans pour un corps qui s'use, c'est plus rapide par exemple que ce qu'on observait auparavant dans des secteurs comme l'automobile. Alors, qu'est-ce que ça a produit tout ça pour l'organisation ? Le fait que tout ça émerge. En fait, il y a eu un seuil d'alerte qui a été atteint et qui a fait réagir tout le monde. À la fois les ouvriers, qui sont tout à fait conscients de ce problème-là, et l'encadrement, pour qui ça pose vraiment problème, puisqu'on est dans un secteur où on a besoin de main-d'œuvre. Ce seuil, c'est quand les taux d'accidents du travail et de maladies professionnelles ont commencé à dépasser ceux d'un secteur qui était habituellement toujours en tête de ces classements, je ne sais pas si vous voyez lequel, le BTP. Donc en fait, les taux ont commencé à dépasser le BTP, et là tout le monde a commencé à se dire, non mais on est en train de devenir le pire secteur en termes d'accidents du travail et de maladies professionnelles en France. Donc les directions ont très fortement investi ce problème-là. Je vous l'ai dit, c'est pas juste pour faire de la communication sur la santé, parce que vraiment, le fait que la main-d'œuvre s'use à toute vitesse, c'était un vrai problème pour ces organisations-là. Donc ce qui est intéressant avec la santé, et on va revenir maintenant sur la problématique des technologies, je vous l'ai dit, c'est de voir que la technologie qui aurait pu être perçue comme une partie du problème, elle a surtout été perçue dans ce cas-là comme une forme de solution. Une forme de solution dans le sens où tout ce qui a été développé pour essayer de résoudre les problèmes de santé au travail, c'est ce qu'on appelle des approches très technicistes. Très technicistes, c'est à la fois qui mesurent de manière très technique la santé et qui essayent de la résoudre avec des nouvelles technologies. Alors on va voir des exemples très concrets de ça. Par exemple, quand je dis mesure très techniciste de la santé, il y a une tâche en particulier qui a été repérée par les experts de la santé comme une tâche très pénible. C'est quand on doit filmer les palettes. Donc en fait, il y a un film plastique qui est mis autour des palettes. Je vous l'ai dit, c'est sur les quais qu'on fait ça à la fin de la commande. Et ça, avant, c'était fait à la main. Donc ça consiste à tourner autour de la palette en serrant le film plastique. Et quand les experts de la santé ont mesuré l'activité, donc avec des caméras qu'on mettait partout dans l'entrepôt, des palpeurs sur le corps des préparateurs de commandes et des appareils pour mesurer le rythme cardiaque, très vite on a identifié que ça c'était la tâche où le rythme cardiaque évolue le plus vite, où il monte le plus vite.
Ça, c'est vraiment une approche techniciste. On repère comme ça, avec un indicateur, une tâche en particulier. Solution techniciste, et qui paraît plutôt positive, hein. On remplace ces tâches-là par une machine, donc on automatise le filmage des palettes. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Quand on fait ça, en fait, le problème, c'est qu'on ne regarde pas le contexte de travail dans son ensemble. On cible sur un tout petit point identifié par les indicateurs. Et quand on automatise ces tâches dans l'entrepôt, en fait, on supprime une des seules tâches, un des seuls moments de la journée où le préparateur de commande pouvait travailler sans son casque audio sur les oreilles. En fait, on supprime tout court une tâche un peu différente que le fait de prendre des colis, ce qui crée de l'hypersollicitation, hein. Ce qui veut dire qu'en fait, on réduit le champ de l'activité. De plus en plus, l'activité, elle se réduit au seul fait de prendre des colis et de les déposer sur une palette, ce qui en fait ne résout pas du tout, voire même aggrave le problème de l'hypersollicitation. Donc ça, c'est des choses qui ont été mises en place dans presque tous les entrepôts et ça a très peu fait diminuer les accidents du travail. Autre forme, toujours dans le même type d'approche, ont été mis en place dans les entrepôts, ce qu'on fait beaucoup dans les entreprises, des formations gestes et postures. Donc on contrôle le fait que les ouvriers fassent les bons gestes, et le bon geste de l'entrepôt, c'est un truc qu'on connaît tous, hein, c'est que pour soulever un produit lourd, il ne faut surtout pas pencher le dos, il faut plier les genoux. Et dans certains entrepôts, donc c'est un cas que j'ai observé, ces gestes et postures, ils ont été contrôlés de façon très rigoureuse. Et même dans un entrepôt, ont été mis en place un gilet API pour alarme de posture inadaptée, qui en fait est un gilet qui déclenche une alarme quand on penche le dos. Donc ça, encore une fois, vous voyez, c'est quelque chose de très ciblé. On cible quelque chose de très précis. Maintenant, si on regarde les impacts en termes de santé au travail, je vous laisse deviner ce que ça produit. Quand on ne penche plus le dos des centaines de fois par jour, mais les genoux. Donc voilà. Et réellement, dans cet entrepôt en question-là, il y a eu un développement en quelques semaines des inflammations du genou. Ce qui paraît choquant, mais voilà, c'est des choses qui ont été mises en œuvre dans certains entrepôts. Donc maintenant, autre phase avec les nouvelles technologies, qui cette fois est plus dans la prospective. C'est quelque chose que je n'ai pas observé directement, mais qui est beaucoup discuté et beaucoup testé dans les entrepôts. La cobotique. La cobotique, c'est une espèce de nouvelle science de l'ingénieur, c'est une coopération entre l'homme et la machine, c'est des machines coopératives, c'est les mots qui sont utilisés. Et un des outils de la cobotique qui est beaucoup testé dans les entrepôts et dont on discute beaucoup, dont l'encadrement discute beaucoup dans les entrepôts, c'est l'exosquelette, donc une armature métallique disposée sur le corps de l'ouvrier et qui permet d'accompagner les ports de charge. Vous voyez que les mains sont accrochées sur des sangles et ça accompagne le port de charge. Alors, des outils comme celui-ci, a priori, c'est plutôt tentant. Quand on voit ça dans les médias, on peut se dire, mais bien sûr, ça va permettre de faciliter le travail. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Ce qui est important, c'est de retracer toutes les trajectoires, ce qu'on appelle les trajectoires socio-techniques. Tout ce que j'ai fait, l'évolution du travail, toute la trajectoire qui amène là. Et en fait, si on retrace toute cette évolution, on se rend compte que l'exosquelette, à quoi il sert? En fait, il sert à maintenir un rythme de travail qui est pathogène, sans modifier fondamentalement l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des primes de productivité, on ne parle pas des tonnages journaliers, on préfère introduire un outil technologique, une sorte de gadget technologique, même si celui-ci il est assez perfectionné, plutôt que de remettre en cause plus largement l'organisation du travail. Ce qui est un gros problème des organisations, des grosses organisations comme la grande distribution, qui ont beaucoup de mal à se remettre en cause. Un autre type de cobotique, ça c'est plus spécialement dédié à l'entrepôt, ce qu'on appelle écopic pour économie du prélèvement en picking. Le picking, c'est les espaces où on prend les colis. Donc c'est un mât qui est accroché au chariot avec un filin. Et en fait, les ouvriers ont une bague accrochée au doigt et quand ils actionnent la bague, le filin se détend. Ils prennent le colis et quand ils relâchent la bague, le filin se retend et ça accompagne le mouvement. Alors, si j'ai une très mauvaise image, qui est une mauvaise qualité de ça, c'est parce que ça a été très vite retiré d'Internet. En fait, ça crée un espèce d'effet, ça c'est les cadres qui me disent tout le temps ça, un effet marionnette qui est clairement un peu choquant. Et là, on voit bien qu'en termes d'autonomie, et là aussi, c'est une question de trajectoire, hein, quand je vous parlais de la perte d'autonomie, ici, on a quand même le sentiment d'une perte d'autonomie, mais cette fois dans l'autonomie des gestes, dans l'autonomie de l'usage de son propre corps, puisqu'on est attaché à une machine. Dernier moment sur le côté technologique, et ça va être une sorte de grande conclusion, sont
un sujet qui est de plus en plus évoqué par l'encadrement, qu'on voit beaucoup en ligne aussi quand on tape logistique maintenant sur Internet, on tombe systématiquement là-dessus, c'est les entrepôts automatisés. Sous-entendu, entièrement automatisés. Et effectivement, j'ai eu l'occasion d'en visiter un, il existe en France quelques entrepôts, en fait ils se comptent sur les doigts d'une seule main, il y en a 3 actuellement, des entrepôts où il n'y a plus de préparateur de commandes. Et où il y a très peu d'activité de main-d'œuvre, où quasiment tout est automatisé. Donc je ne vous les décris pas en détail, mais c'est des énormes machines où les colis circulent tout seuls et il y a une machine qui fait les palettes. Alors bien sûr, ça existe, il en existe quelques-uns, mais aujourd'hui, et c'est ce qui moi m'intéresse, c'est un peu ce que je disais au départ aussi avec le problème Amazon, aujourd'hui il y a un décalage très important entre la médiatisation de ces entrepôts-là et la réalité du travail dans les entrepôts. Et par exemple, entre cette idée-là d'automatisation et le fait que l'emploi logistique il continue d'évoluer et qu'on a toujours de plus en plus d'ouvriers dans la logistique. Donc très gros décalage entre ce qu'est la réalité et ce qu'est l'image. En fait, ces entrepôts, ils sont dédiés à certains types de produits et ils marchent que pour certains types de produits, des produits à forte valeur ajoutée, et ils ne sont pas amenés à se développer, en tout cas pas très rapidement dans les prochaines années, contrairement à ce qui est présenté. Par contre, pour les cadres, dans leur discours, c'est présenté comme une sorte de solution miracle, un outil qui permettrait de sortir de l'impasse sanitaire dans laquelle sont les entrepôts. Et pour eux, même symboliquement, pour ces cadres-là, pour qui je l'ai dit, c'est un vrai problème d'avoir vu le travail se dégrader comme ça, symboliquement, c'est l'idée qu'il y a une sortie de tout ça, et la technologie, elle offre un peu cette idée-là d'une sortie du problème. Donc, je l'ai dit, il y a certains entrepôts qui fonctionnent presque tout seuls, mais la plupart des entrepôts qu'on appelle automatisés, ou semi-automatisés, ça dépend. En fait, ça ressemble plutôt à ça, je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est des entrepôts avec un convoyeur. C'est une machine qui fait circuler les produits comme ça. Donc ça, c'est une image d'un entrepôt que j'ai pu visiter. Ça, je trouvais ça intéressant, ça c'est l'image vue du bureau de la direction. Et en fait, vu de ce bureau-là, on a vraiment l'impression de colis qui circulaient tout seul avec cet immense convoyeur. Après, on est descendu sur l'espace de travail, et sur l'espace de travail, on a vu ça. Ça, c'est un poste qui se développe beaucoup actuellement, dans des entrepôts dits automatisés ou semi-automatisés. En fait, il n'y a plus de préparateur de commandes. Par contre, le poste qui apparaît, c'est un poste qu'on appelle le poste d'injecteur. C'est des ouvriers qui injectent les colis sur le convoyeur. Donc ici, pour ces ouvrières en question, il y avait beaucoup de femmes. Vous voyez aussi que c'est plutôt des femmes racisées. Et il y a beaucoup de main-d'œuvre racisée dans les entrepôts, on pourra en parler après. Ici, les cadences de productivité, c'était 500 colis par heure. Pour des colis, vous l'avez vu, c'est de la presse ici, qui sont assez lourds en fait. Donc moi, j'ai simplement visité, j'ai pas pu calculer le tonnage journalier. Et dans ce cas-là, on voit bien que ce qui est appelé automatisation, c'est pas une disparition du travail, même si effectivement il y a peut-être moins d'ouvriers dans ces entrepôts-là que dans les entrepôts classiques. Mais c'est pas une disparition, c'est une transformation. On a transformé la tâche, et si on l'a transformée en une tâche qui est véritablement une tâche d'usine, en travail posté, on est vraiment un travail posté de type Charlie Chaplin, où on ne bouge pas et on fait des gestes comme ça répétitifs sans pouvoir faire absolument autre chose. Donc vous voyez bien que c'est aussi des évolutions possibles, même quand on nous parle d'automatisation. Et je vais conclure sur ce point-là, pour dire en fait que tous ces débats-là ces débats d'actualité dont on entend beaucoup parler sur l'automatisation, je crois qu'il faut s'en méfier un petit peu. Il faut regarder, premièrement, la question de la technologie, non pas dans un futur lointain, ce qui est systématiquement fait dans les discours sur les technologies, on voit toujours un futur très lointain, il faut la regarder au présent. Regarder la technologie au présent, c'est pas seulement se préoccuper de nos smartphones ou des sites internet, des usages que nous on peut avoir individuellement, personnellement dans notre quotidien des nouvelles technologies. C'est pas la même chose que ce que créent les technologies dans des univers comme les univers industriels. Donc il faut bien voir ça au présent, dans des univers qui ne sont pas seulement nos univers à nous, mais aussi des univers industriels. Et je crois que tout ça, ça permet d'observer la technologie en la déchargeant d'une fausse promesse, une promesse de libération du travail pénible. C'est une promesse qui existe depuis très longtemps, qui était présente dès les débuts de l'industrialisation. Dès le 19e siècle, il y a déjà des discours. Un des premiers penseurs de l'industrie, c'est Andrew Ure, qui disait déjà la plus parfaite des manufactures, c'est celle où on pourra se passer du travail des mains. Ça, c'est en 1832. C'était il y a très très longtemps. Dans les années 80, on a eu tout un discours aussi sur la fin des ouvriers. Ça, c'est un discours qui se renouvelle en permanence, qui produit des mirages, et ces mirages-là, ils ont tendance à disparaître dès qu'on s'en rapproche. Je vous remercie.
Bravo, merci David. J'étais un petit peu long. Non, tu vas tout à fait dans le timing. Bon, alors question, réaction, avis, demande complémentaire, critique, voilà. Lise. J'ai peut-être deux questions ponctuelles, précises, je ne sais pas comment il faut dire. La commande vocale, j'imagine que derrière il y a des algorithmes qui vont calculer en fait l'optimisation des trajets et qui en fait intègrent, c'est-à-dire qu'il y a une transformation en algorithme du savoir-faire ouvrier, c'est-à-dire quel est le trajet qui permet d'économiser quand on a 1 milliard de trucs à mettre sur une palette. Donc voilà, c'est ma question. Et l'autre chose par rapport aux entrepôts automatisés, je me demandais quelle était l'équation économique, c'est-à-dire compte tenu des coûts salariaux en France, compte tenu du coût de la création d'usines robotisées. Si ça ne s'est pas fait jusqu'à présent, c'est que ça reste plus rentable d'avoir des intérimaires au SMIC que de mettre des machines partout, ou que c'est juste que ça prend du temps. Enfin, je ne me rends pas compte, parce que quelque part, effectivement, on pourrait se demander pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Là où l'industrie automobile, alors il y a encore des tâches effectivement de ce que vous dites, d'injecteurs, ça fait 10 ans que je n'ai pas visité d'usine automobile, mais il y a quand même une robotisation très importante de tout un paquet de trucs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualité autour de la notion d'usine du futur, d'usine 4.0, où effectivement l'utilisation de la technologie, vous avez raison, on glisse rapidement de une intensification de l'utilisation de la technologie à la technologie remplaçant l'homme, ce qui n'est pas forcément quelque chose c'est pas forcément la seule issue possible aux trajectoires technologiques, mais souvent les directions d'entreprise vont switcher de l'usine du futur est égale l'usine sans homme, quoi. Et merci beaucoup pour votre présentation, c'était super. Merci pour votre question. J'en prends quelques-unes. Oui, peut-être si tu veux. Oui. Jean-Frédéric Verne, rédacteur en chef de la revue Formation Emploi. Merci pour la présentation. Oui, dans la suite de ça m'interroge beaucoup sur parce que finalement ce qu'on apprend là, de mon point de vue, c'est assez attendu. C'est-à-dire que finalement les mêmes schémas se reproduisent et on a toujours cet esprit, la rationalisation, c'est le meilleur des modes pour les concepteurs. Mais est-ce que vous avez pu travailler sur justement ces gens qui font les logiciels, sur ces gens qui conçoivent et qui rêvent toujours de cette promesse qui recule toujours, que ça va toujours être mieux et que leurs logiciels sont au final plus performants. Et ce qui m'étonne, c'est que, en fait, au bout d'un certain temps, ils se rendent compte quand même que c'est usant ces trucs-là, et ça les embête. Alors, qu'est-ce qui les embête? Parce qu'il y a plein de chômeurs. En Chine, par exemple, je connais des gens qui travaillent avec des entreprises chinoises, ça les embête pas du tout. Comment ça les embête c'est un problème pour eux, la pénibilité, le recrutement, etc. Je veux dire, en Chine, alors c'est vrai que c'est une autre culture, je veux dire, il n'y a pas l'individualisme derrière, mais dans les peu de retours d'informations, c'est plus des connaissances, des discussions, etc. Et que cette question il y a un moment donné où le recrutement est un problème. En quoi le recrutement c'est un problème? Parce que ce que j'avais lu sur Amazon là, et sur Montélimar, j'avais pas l'impression que finalement il y ait beaucoup de problèmes de recrutement. Et donc du coup justement, qu'est-ce qui se passe au niveau du recrutement? C'est-à-dire, puisque ce que vous me dites, c'est qu'il y a un problème là. C'est quoi le problème? C'est quoi les enjeux pour les recruteurs? Et comment ils font? Alors si je reprends ma casquette de formation emploi, ils recrutent qui? Comment? Est-ce que c'est que de l'intérim? Et puis vous avez parlé des femmes de temps en temps. Alors il y a des fois il y en a, il y a des fois il n'y en a pas. Quoi? Comment? C'est ma première question. Ok, on commence avec ça. Déjà pas mal de trucs, ouais. Alors merci, c'était plein de sujets que je voulais aborder, c'est super. Sur la question de l'algorithme, donc bien sûr il y a un algorithme qui décide
dans quel ordre on prend les colis. Alors j'ai pas eu le temps de l'expliquer parce que je voulais aller vite, mais justement c'est un point important. On pourrait dire en fait que l'algorithme, il pourrait très bien prendre en compte ce que veulent les ouvriers, c'est-à-dire construire des belles palettes, sélectionner les produits les plus lourds, les plus volumineux, et faire en sorte que l'algorithme il pourrait faire en sorte de s'adapter à l'ancien savoir-faire ouvrier. Alors il y a un premier point qui est important en fait, c'est que ces savoir-faire-là, ils sont pas les mêmes pour tous en fait. Chaque ouvrier il a sa manière de faire une belle palette. Donc de toute façon l'algorithme il pourrait pas prendre en charge complètement ce savoir-faire-là. Mais il pourrait le faire en partie. Il pourrait le faire en partie, mais il ne le fait pas du tout. Ce qui se passe en fait avec les progiciels, c'est que il y a cette idée dans la logistique, mais dans d'autres secteurs, il y a cette idée que les progiciels ils faciliteraient la communication, la coordination entre les différents maillons de la chaîne, le fournisseur, l'entrepôt et le supermarché. En réalité, dans la grande distribution, mais ailleurs aussi je crois, ça se passe pas du tout comme ça. Les progiciels, ils rendent possible l'imposition de normes par celui qui commande la chaîne logistique, celui qui la maîtrise. Et celui qui la maîtrise dans la grande distribution alimentaire, c'est la grande enseigne. C'est Carrefour, Leclerc, Super U. Et qu'est-ce que veut Carrefour? Et comment donc Carrefour programme l'algorithme? Pour Carrefour ou pour Super U, l'intérêt c'est que les palettes, les colis sur les palettes soient disposés dans un ordre qui correspond à l'ordre du rayon dans le supermarché, pour que l'employé des rayons il aille plus vite à mettre chacun des colis. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'a toujours voulu faire la grande distribution auparavant, faire des palettes qui correspondent à ça. Et ils n'ont jamais réussi à le faire parce que les ouvriers des entrepôts ils faisaient toujours les palettes à leur manière, selon leurs propres principes de métier. Et le logiciel a permis d'imposer ça. Et en fait, on pourrait se dire qu'au global, Carrefour, Leclerc, Super U serait perdant parce qu'en fait, ça fonctionne pas bien, les palettes vont s'écrouler et tout ça, au final, l'entreprise est perdante. Mais non, en fait, ces grandes enseignes-là ne fonctionnent pas comme ça. Elles préfèrent sélectionner une partie de leur activité qui est leur corps de métier et imposer à toutes les autres parties des contraintes avec lesquelles elles vont faire. Les autres vont faire avec, c'est un mot qu'on aime bien en sociologie du travail, faire avec. Et en fait, dans les entrepôts, on fait avec ces contraintes-là. Sur la question de l'automatisation et de l'équation économique. Alors, elle est intéressante cette équation économique. Alors d'abord, pour le moment, en France, effectivement, c'est rentable de faire travailler des intérimaires au salaire minimum plutôt que des énormes machines qui nécessitent beaucoup d'entretien et beaucoup d'investissement. Alors c'est rentable, mais il faut aussi ajouter un second point, c'est que, je l'ai dit, ça nécessite beaucoup d'investissement. Et là, on est dans des domaines comme la grande distribution qui sont très fortement financiarisés. Alors, pas tous les groupes, et d'ailleurs les seuls groupes qui créent des entrepôts automatisés, Leclerc par exemple, c'est ceux qui ne sont pas financiarisés. Mais chez Carrefour, par exemple, les seuils, les durées de rentabilité des investissements, c'est 2 à 3 ans maximum. Sinon, l'actionnaire n'accorde aucun investissement. Donc en fait, en 2 à 3 ans, on ne peut pas rembourser pour le moment un entrepôt automatisé, donc ces entreprises-là ne font pas ça. Donc l'évolution technologique, c'est pas juste une ligne naturelle, ça dépend aussi c'est pas une progression naturelle qui arriverait toute seule, ça dépend aussi de facteurs économiques comme celui-ci. Et un dernier point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui les entrepôts ils sont très mobiles. Et en fait, ils bougent tout le temps. Les collectivités locales ou les villes, elles disent toujours les entrepôts, c'est pas délocalisable. Donc c'est de l'activité qui est pas délocalisable. Ce qu'elles disent pas par contre, et ce qu'elles savent pas parfois, c'est qu'ils sont très mobiles, on peut les déplacer sans arrêt. On dit que c'est une activité qui est labile, c'est le mot qui est utilisé. Et pour donner un exemple, et ça fonctionne aussi à partir d'algorithmes, toutes les grandes enseignes ont leur algorithme qui calcule c'est quoi le meilleur emplacement de tous les entrepôts par rapport aux emplacements des supermarchés et par rapport à d'autres facteurs, comme par exemple l'évolution du coût de l'essence. Et quand il y a une évolution du pétrole, il faut retourner l'algorithme pour savoir où disposer des entrepôts. Il les déplace comme ça très régulièrement. Pour d'autres facteurs aussi, mais ça c'est un exemple qui est assez frappant. Donc le fait que ça soit très léger, très facile à vider et à remplir notre entrepôt, on peut les déplacer très facilement. C'est une caractéristique qui est importante pour ces entreprises-là. Sur les histoires de... Alors bien sûr, on a le sentiment d'une reproduction des schémas sans arrêt. Par contre, là où je trouve que c'est toujours important de répéter qu'il y a une reproduction des schémas, c'est qu'il y a quand même tout un discours actuel très très fort sur l'idée qu'on serait dans un basculement, un moment de basculement important, qu'avec l'intelligence artificielle, les algorithmes, tout allait changer. Et il y a un terme qui est utilisé pour ça, par des philosophes notamment, qui parlent de disruption. La disruption, ça serait cette idée que non, cette fois on n'a pas le passé et les schémas qui se reproduisent, cette fois il y en a une vraie, promis, il y en a une vraie transition.
Et ça, je trouve que c'est important de répéter que non, les schémas se reproduisent en bien ou en mal, mais en tout cas, ça se passe comme ça. Sur la conception des logiciels, alors au tout départ de la thèse, c'était quelque chose que je voulais vraiment observer. Le point de départ de la thèse, c'était vraiment la commande vocale. Et puis finalement, c'est plutôt devenu une thèse sur les ouvriers, le monde ouvrier, la logistique. Et j'ai un peu abandonné cette idée de creuser toute la conception du logiciel. Alors je l'ai fait un tout petit peu. C'est un logiciel qui a été créé aux États-Unis. Ça vient de l'industrie automobile. C'est Ford en premier, General Motors, pardon, en premier qui l'a mis en place. Et très vite, ça a été repris par Walmart dans la grande distribution aux États-Unis. Et ça s'est diffusé un petit peu partout. Et en France, ce sont donc des entreprises en SS2I qui fabriquent les logiciels et qui les vendent ensuite aux entrepôts. Et ce qui est intéressant, alors ça je ne l'ai pas observé directement, mais c'est ce qu'on retrouve toujours dans les enquêtes sur les SS2I, c'est que quand on fabrique un logiciel qui va produire ça, on n'a absolument pas conscience de ce que ça va produire. Les concepteurs de cet outil-là ne sont jamais rentrés dans les entrepôts. En fait, on leur donne ce qu'ils appellent des briques, des modules avec des briques de consignes de ce qu'ils doivent faire et de comment ça doit fonctionner, et eux, ça leur suffit pour créer un logiciel. Et par exemple, ils n'ont aucunement conscience que l'algorithme qu'ils sont en train de mettre en place, il favorise les supermarchés. Alors ça, ils en ont peut-être conscience, puisqu'on leur donne les consignes selon les rayons des supermarchés. Par contre, ils n'ont pas conscience qu'ils vont effacer avec ça un savoir-faire ouvrier dans des entrepôts lointains, poussiéreux, dans des zones logistiques. Voilà, il y a assez peu de connexion entre ces deux univers-là. Et ça aussi, c'est quelque chose que peut créer les technologies de l'informatique, c'est une déconnexion entre des univers, peut-être plus forte que si c'était des machines. Si c'était des machines, les ingénieurs devraient aller quand même sur le lieu de travail pour observer comment la machine peut fonctionner. C'est pas forcément le cas avec un logiciel. Sur la pénibilité, si quand même j'insiste, c'est un vrai problème quand une main-d'œuvre s'épuise à ce point-là. Y compris en Chine, alors c'est un peu extrême, en Chine il y a une main-d'œuvre disponible qui est énorme, mais quand même des grosses usines, comme les usines où on fabrique nos smartphones, Foxconn par exemple, ont récemment été confrontés à des problèmes de suicide massifs. Il y a un moment où l'entreprise ne peut pas faire comme si ça ne la concernait pas. Et, bon, même dans ces entreprises-là, il y a un moment où... Ça fait longtemps que c'est déjà le cas. Et voilà. Ça fait longtemps parce que justement, moi je connais des gens qui travaillent avec Foxconn depuis longtemps. Et c'est maintenant qu'on en parle. Ça fait 20 ans qu'ils font Alors, les cadences ont augmenté, etc. Enfin, je veux dire, il y a ça aussi. Alors, ce qui s'est passé, ce qui se passe entre temps, c'est aussi que. Et ce qui se passe entre temps, je pense, c'est que la société chinoise est en train de changer en termes de mentalité, mais aussi du fait que cet énorme exode rural chinois qui produit en fait une main-d'œuvre disponible sur des quantités incroyables est en train de s'amenuiser un petit peu, même s'il reste très fort. Et en fait, en France, à une autre échelle et avec d'autres mécanismes, mais c'est quand même ça qui va jouer aussi, c'est quoi la main-d'œuvre disponible? Actuellement, il y a quand même un taux de chômage qui est relativement important, qui fait qu'il y a une main-d'œuvre disponible en permanence pour les entrepôts. Donc c'est beaucoup de la main-d'œuvre intérimaire, avec beaucoup de rotation, je l'ai dit. C'est beaucoup des hommes. C'est plutôt des sportifs. On fait attention à ça quand vous parlez des critères de recrutement. On fait très attention de recruter par exemple, de pas recruter des gens qui sont en surpoids. Donc très peu de femmes, pas de surpoids, plutôt des jeunes, pour éviter les problèmes de dos. Donc il y a une sélection des corps qu'on connaît par ailleurs dans le monde industriel, qui était dans l'automobile, il y avait certains postes de travail où il fallait pas faire plus d'1m65. Bon, voilà, ça c'est quelque chose d'assez ancien et qui existait déjà. On sélectionne des parcours aussi. Quand je vous ai présenté ces parcours d'ouvriers qui sont exposés à des pénibilités très intenses, les recruteuses en intérim que j'ai rencontrées, elles disent tout ça. Le meilleur profil pour travailler dans un entrepôt, la meilleure ligne que vous pouvez avoir dans votre CV, c'est d'avoir travaillé 2 à 3 mois dans un abattoir, chez Charal pour dire la marque, parce que il se trouvait que dans un des entrepôts que j'ai observé, il y avait un abattoir Charal à côté. Charal, c'est des conditions de travail très physiques, très pénibles, très répétitives, avec le sang, le froid, l'odeur. Bon, il y a un cumul de pénibilité qui fait que quand on a ça dans son CV, on est recruté en entrepôt. Donc c'est ça toute la sélection des corps qui fait aussi qu'on produit ça. Par contre, un point... On n'est pas usé quand on sort de chez Charal. On est endurant, on est capable de tenir 3 mois, et si on peut tenir 3 mois chez Charal, par exemple, on ne va pas être choqué par la commande vocale, parce qu'il y a un problème quand même de l'intérim et de la commande vocale, c'est qu'il y a une partie des intérimaires qui font une après-midi et qui claquent la porte. C'est quelque chose qui existe en entrepôt, ça perturbe un peu tout le monde. Quand il y a quelqu'un qui dit mais c'est horrible votre truc et qui s'en va, ça produit un effet sur le collectif qui est pas hyper positif, que les cadres détestent.
Et donc il y a une consigne aux recruteuses d'intérim de recruter des gens qui sont quand même capables de supporter ça. Donc on leur en parle, on leur explique ce que c'est un peu, on leur demande explicitement s'ils sont prêts à travailler avec une voix de synthèse. Donc on se prémunit un petit peu de tout ça. Et puis dernière chose sur le recrutement. Vous parliez d'Amazon, c'est intéressant pour ça Amazon. Amazon a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de rotation de main-d'œuvre. Et ça, même avec le taux de chômage actuel en France, ça vient pas tout seul. Amazon met en place tout un tas de dispositifs pour disposer de cette main-d'œuvre-là. Premièrement, en sélectionnant les bassins d'emploi dans lesquels Amazon s'implante. Alors, c'est pas le cas de tous les entrepôts, mais la plupart des entrepôts français s'installent explicitement dans ce qu'on appelle des bassins d'emploi sinistrés, où il y a beaucoup de chômage. En plus, il y a une négociation avec les collectivités locales pour obtenir des subventions. Et même ça, en fait, c'est pas suffisant, parce que les gens restent très peu chez Amazon, donc même ça, c'est pas suffisant. Amazon, par exemple, ça c'est intéressant, développe des systèmes de transport de bus qui vont chercher des ouvriers jusqu'à l'entrepôt d'Orléans. Ils vont jusqu'à plus de 120 km d'Orléans par l'autoroute, donc ça prend pas tant de temps que ça, mais ils vont quand même très très loin pendant la période de Noël, justement, pour aller chercher des ouvriers. Donc c'est un mode de fonctionnement qui nécessite un apport permanent de main-d'œuvre. C'est possible actuellement, peut-être que si le chômage se rétrécissait un petit peu, se contractait, peut-être que ce serait moins facile et que ça obligerait Amazon de trouver d'autres modes de fidélisation de la main-d'œuvre plutôt que du turnover. Et des femmes, il y a 80% d'hommes dans la logistique et encore plus dans les postes ouvriers. Il y a certains secteurs, comme la logistique pharmaceutique ou la logistique du textile, où on a beaucoup plus de femmes. Pour des raisons un peu obscures, le textile étant considéré comme quelque chose de plus féminin, alors que les produits textiles, y compris sur cintre, c'est très lourd en fait. Mais bon. D'autres questions? Oui, Anne-Marie. Est-ce que tu as pu voir aussi le rôle des cadres dans l'encadrement de proximité, parce que c'est l'encadrement de proximité joue un rôle dans, comme faire accepter la commande locale, pour augmenter la productivité? Première question. La deuxième, alors qu'on a un petit peu parlé en évoquant l'intérimaire qui jetait son casque, tu as dit que dans ton enquête, tu avais fait, quand tu t'es renseigné comme enquêteur, c'est auprès d'ouvriers qui t'avaient vu depuis 2 mois, qui ont joué 30 services, etc. Donc on peut penser de ce fait que tu as surtout rencontré des ouvriers stables, en fait, plutôt que des intérimaires. Et du coup, voilà, je me demandais, c'est que du coup, quand même, avoir plus d'informations sur la perception justement des intérimaires et s'il n'y a pas un conflit de perception justement entre les stables et les intérimaires, enfin comme il y en a en d'autres univers où il y a ces types de main-d'œuvre. D'accord. D'autres questions? Oui. Justement, vous parliez tout à l'heure de la belle palette. Moi, je voulais savoir un petit peu, justement par rapport à la psychologie du travail, comment vous avez le rapport, comment réagissent justement les ouvriers, puisque pour eux, une belle palette, c'est une palette vous l'avez bien décrit, qui va arriver être acheminée jusqu'en fait sur le lieu d'approvisionnement dans le magasin. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens, de ces ouvriers, de ces manutentionnaires aussi en quelque sorte, par rapport à la belle palette qu'ils ont connue, comment ça se décline aujourd'hui? Parce qu'ils ont perdu, comme vous savez, valeur de travail, mais dans leur tête, il y a quand même une perte aussi de leur valeur de travail. Donc moi, je voulais savoir par rapport à ce qui se passe dans leur tête et qui engendre aussi des risques de sous-éthique et aussi des risques psychosociaux si on reprend le travail à cœur. Je voulais voir un petit peu comment la perception aussi de leur travail à cœur dans cette dynamique-là. Comment ils le perçoivent, comment ils le gèrent vraiment. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent, mais peut-être en... Juste pour préciser ça, c'est quoi le bon travail maintenant? Alors, il y a une belle palette, maintenant c'est quoi le travail bien fait? Au niveau collectif, pas la clé. Le travail bien fait, ça s'appelle taper dedans. Et comme les collines appellent ça la cam, ça s'appelle taper dans la cam. Et taper dans la cam, c'est travailler très vite. Et c'est un terme qui est beaucoup utilisé, taper dedans, faut taper dedans les gars. Et c'est un peu ça, le beau travail. Ça existait déjà avant comme forme de beau travail dans les entrepôts, mais le problème c'est qu'il n'y a plus l'autre beau travail, la construction des belles palettes. Ça a un peu disparu. Il y a plus de beau travail, ouvrier. À travailler vite, ça peut être une forme de beau travail quand même. Il y a une esthétique. C'est-à-dire en dehors des normes. Si, parce que justement, alors taper dedans, ça peut consister aussi. Alors c'est pas généralisable, mais il y a quand même de nombreux cas où j'ai pu l'observer.
ça peut consister à travailler plus vite que les normes de productivité. Il y a certains ouvriers qui travaillent au-delà des quotas, c'est-à-dire qu'ils dépassent les quotas et ils ne gagnent plus rien à travailler à cette vitesse-là, mais qui mettent en œuvre une performance de type sportive ou du beau travail, parce que c'est aussi une forme de beau travail qui consiste à sortir de la norme industrielle, productive, d'aller au-delà. Et là, effectivement, c'est une forme de réappropriation, au moins du rythme de travail, voire du travail en général. Et je l'ai bien dit, je faisais attention à bien dire réappropriation à minima, parce que c'est quand même un peu léger comme forme de réappropriation, de seulement pouvoir aller plus vite que ce qu'on nous demande, et ce qui est déjà assez vite, quoi. Mais c'est pas généralisable, hein. La plupart des ouvriers quand même s'efforcent de pas aller au-delà des quotas de productivité. Alors sur les cadres de proximité, alors je l'ai dit un tout petit peu, mais très rapidement, eux, ils ont perdu une partie de leurs prérogatives. L'animation des équipes, le contact humain, tout ça, ils le perdent. Le fait qu'il y ait plus d'intérimaires aussi, parce que ça produit plus d'intérim, ça en fait, il faut plus 3 semaines pour former un ouvrier, mais quelques heures. Donc il y a de plus en plus d'intérimaires, ça déstructure un petit peu les collectifs. Donc vraiment, ces cadres de proximité, ils ont perdu un petit peu ces prérogatives un peu classiques, et ils ont cherché à compenser en partie. Dans certaines entreprises, pas dans toutes, mais dans un entrepôt que j'observais, il y a une très forte compensation de ces cadres-là, vers ce que eux appellent la com, on fait de la com. Alors ça paraît un peu anecdotique comme ça, mais en fait c'était assez intéressant ce qu'ils faisaient. Et en fait ils essayent de développer tout un ensemble de dispositifs pour, et ils le disent eux-mêmes, redonner du sens au travail. Donc le sens dans le travail, le sens dans l'activité a un peu disparu, on essaye de redonner du sens à côté. Ça consiste par exemple à faire des briefs avant chaque prise de poste, à dire aux ouvriers, aujourd'hui on a tant de colis, on livre tel magasin. Parce qu'en fait, avant ils avaient le magasin, ils savaient qu'ils allaient livrer tel magasin, maintenant ils le savent plus avec la vocale. Donc on va livrer tel magasin, tel camion, il arrive à telle heure. Ce que les collègues ils disaient avant, on le dit dans un brief. Et c'est vraiment eux qui le disent, pour redonner du sens au travail. Ça peut être aussi sur les thématiques de la santé. On va faire des échauffements aussi avant les prises de poste. Donc voilà, il y a un réinvestissement de la fonction de cadre intermédiaire vers ce type d'activité. Sur les ouvriers stables et les ouvriers intérimaires. Alors oui, peut-être que ça pouvait être perçu comme ça de la façon dont je l'ai dit, mais en fait j'ai rencontré beaucoup plus d'intérimaires, en proportion, et plus facilement en tout cas. Il y a un peu des collectifs de stables et des collectifs d'intérimaires, et quand moi j'arrive, je suis tout de suite situé auprès des intérimaires. Et pour autant, il n'y a pas une séparation très nette de tout ça. Il y a quand même l'idée qu'on fait tous le même boulot, qui est assez difficile, donc il n'y a pas forcément de séparation forte, et c'était assez facile de rencontrer des ouvriers stables, donc j'ai essayé d'équilibrer un peu les échantillons, même si je crois que j'ai un peu plus d'intérimaires par rapport aux proportions. Et ce qui est intéressant avec entre stable et intérimaire, c'est que l'image du marché du travail un peu dual entre d'un côté les stables et les précaires, dans des formes de travail comme ce qu'on vient de voir, elle est un peu cassée. C'est-à-dire que les intérimaires circulent beaucoup d'un entrepôt à un autre. Ils essayent de choisir les entrepôts où les conditions de travail sont les moins pénibles. Comme ils passent dans tous les entrepôts, et en plus les entrepôts sont regroupés, j'ai pas eu le temps de le dire, mais sur des zones logistiques, où ils sont vraiment tous ensemble sur une zone, donc les intérimaires ils passent d'un entrepôt à un autre. Et par exemple, les sous-traitants de Carrefour, pour donner un exemple au hasard, à Orléans, sont les uns en face des autres. Ils utilisent le même logiciel, programmé de la même manière par Carrefour, qui bloque l'algorithme, donc qui organise en fait, grâce au blocage du logiciel, toute l'activité de l'entrepôt. Ils ont les mêmes casques, c'est exactement le même type de boulot. Donc ils font leurs 16 mois d'intérim dans un entrepôt. Et une fois que la limite légale est dépassée, ils vont dans l'entrepôt d'en face et ils circulent comme ça d'un entrepôt à un autre. Toujours est-il que cette circulation, quand même, pour ces intérimaires, ça leur redonne quand même une certaine emprise sur les activités. Ils sont beaucoup plus critiques des formes de travail, ils sont critiques de l'encadrement. Ils peuvent se permettre de sortir, de quitter, de claquer la porte, et ils le font assez régulièrement. Et c'est assez frappant de voir cette situation-là. Ils profitent du chômage aussi. C'est des intérimaires qui font des métiers très physiques avec prime de productivité, donc ils se mettent au chômage sur des temps courts pour se reposer. Et finalement, quand on la compare à la situation des stables, qui ont très peu de possibilités d'évolution de carrière, c'est ça quand même un des gros problèmes de l'entrepôt, c'est que si ces ouvriers-là pouvaient évoluer dans leur carrière, il n'y aurait pas tout ce que je vous ai dit. Il y a des problèmes de santé pour être régulés comme ça. Eux, ils en ont très très peu. Alors parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers dans la logistique, mais aussi parce que le secteur, et ça c'est quelque chose qui pourrait être vraiment fait pour la santé, le secteur ne met pas en place
une progression des carrières. Mais en tout cas, ces ouvriers stables, bon, bien sûr, ils sont stables, mais en termes de niveau de hiérarchie symbolique ou objectif, c'est pas évident le côté stable au-dessus de l'intérimaire. Et en fait, quand on regarde par exemple un truc assez frappant, c'est les discussions en salle de pause. C'est des intérimaires qui parlent très fort, qui font beaucoup de blagues. J'ai dit que c'était beaucoup des gens racisés, donc c'est des gens qui parfois ont des parcours migratoires, ont fait des études de leur pays, qui vont avoir des débats sur la religion, la politique, et c'est frappant de voir ces intérimaires-là face aux ouvriers stables de 50 ans, très usés, en salle de pause, parfois dans une figure un petit peu prostrée, je voudrais pas caricaturer, mais il y a quand même des choses un peu frappantes comme ça entre ces deux groupes. Et sur cette belle palette, donc oui, les anciens qui ont connu ça, la belle palette, et qui sont toujours dans l'entrepôt, ils essayent de toujours faire des belles palettes, sauf qu'ils n'ont plus les outils à disposition pour le faire, mais ils se débrouillent, ils vont poser les colis sur les fourches du chariot par exemple, pour ensuite les remettre. En fait, en faisant tout ça, aujourd'hui, ils perdent du temps. Ils le savent, hein, mais ils veulent continuer à le faire. Et eux, ils ont beaucoup de regrets, beaucoup de nostalgie. Quand je fais des entretiens avec eux, il y a une évocation du temps passé qui est parfois un peu idéalisée, hein, mais qui est très forte. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, cette mémoire de la belle palette, les dernières fois que j'ai rencontré des ouvriers, elle se perd en fait. Elle se perd très vite. Les mémoires, elles disparaissent très très vite avec le turnover en entrepôt. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je présente, en tant que sociologue du travail, toute une évolution des organisations. Il faut bien avoir conscience qu'il y a très peu d'ouvriers qui peuvent avoir cette perception-là, et qui l'ont. En fait, ils sont très peu nombreux, et c'est vraiment les anciens, ceux qui radotent, et c'est pas forcément un discours qui est très convaincant, qui a même de convaincre les autres ouvriers. Mais c'est aussi, en fait, cette idée d'attachement au travail, par la belle palette, ça fait partie des choses qui sont compensées par l'encadrement intermédiaire, justement. Par exemple, ce qu'on fait faire aux ouvriers pour rattacher un peu, redonner du sens au métier, c'est on leur fait faire des visites des supermarchés. Donc ils visitent les supermarchés avec des cadres en petits groupes, ce qui se faisait pas du tout avant, hein, pour leur donner une perception un peu plus collective de leur tâche. Donc il y a une reconstitution comme ça du sens au travail par l'encadrement. Mais c'est plus la belle palette. Alors, une autre série de questions, et Sandra ? Oui, alors juste un petit commentaire. J'ai bien aimé l'approche sur la parcellisation, l'approche en termes de santé, ce qui d'ailleurs pose pas mal de questions sur l'obligation de sécurité et l'obligation de prévention dans son ensemble, y compris organisationnel. Un petit commentaire sur le fait que la perte des connaissances acquises par ancienneté, elle n'existe pas que dans la logistique, elle existe dans plein de domaines, soit dans les activités commerciales, soit dans d'autres activités, comptage, gestion, c'est toujours le même mécanisme. Et ma question, c'est, vous avez évoqué l'aspect contournement de l'outil, avec quelques illustrations. Est-ce que vous avez observé des mécanismes d'entraide ? Ouais. J'ai bien aimé votre exposé parce que au journaux télévisés, il y avait l'annonce de l'accord entre Monoprix et Amazon pour la livraison des produits. Et alors il y avait le PDG de Monoprix qui bien entendu disait que c'était pour satisfaire le client. Alors dans son argumentation, bien sûr, c'est ça qui était intéressant. Il y avait la photo de la machine entièrement automatique, dont vous avez parlé, qui était en arrière. Et alors, il disait, lui, que les ouvriers allaient piloter en quelque sorte des robots qui allaient constituer les colis. Je ne sais pas si c'était simplement de la com pure pour effectivement masquer ce que vous avez dit en termes de santé. Simplement, alors, une question peut-être dans le prolongement de ça, il semble bien qu'aujourd'hui, l'argument marketing de toutes ces entreprises, c'est de livrer le client dans un temps de plus en plus limité. Bon, il parlait de livraison dans la journée, etc. Et donc c'est pour ça qu'il s'associe à Amazon. Mais à partir du moment où la vitesse va devenir un argument marketing essentiel, est-ce que ça ne risque pas de pousser vers des automatisations complètes, quoi, qui pourraient, voilà, un peu la question. Alors, où est-ce que je crois ce minute ? Ah oui, on va faire un petit mot sur les syndicats. J'ai une image syndicat à la fin. Je ferai la traduction après. Alors oui,
Oui, vous avez évoqué les métiers du commerce. Il y a un métier que j'évoque souvent, de commerce ou service plutôt. C'est les call centers. Dans les call centers, alors non seulement il y a le casque, c'est facile à comparer, mais cette idée de suivre un script, même quand on est face à un client, point par point, c'est vraiment ça le point important de la rationalisation. Dans la dépossession aussi de savoir acquis et de Bien sûr, compétences, ouais. donc connaissances plus expérience, vous avez ça en compta en gestion, c'est-à-dire Qu'on peut retrouver que vous dans- changez dans le RP un certain nombre de consignes ou de processus et vous avez des points entiers de compétences qui peuvent... Non, je crois qu'on se préoccupe pas assez de l'impact des ERP. Je crois qu'en sociologie du travail, on les a pas. Alors il y a quand même eu des enquêtes sur les ERP, les progiciels, mais je trouve que c'est une étude qui est pas systématisée. On peut aller plus loin, on a des choses à faire, et pourtant ça fait un certain temps que ça existe. Hein. Et point très important sur l'entraide, parce que là c'était un peu la version négative quand même. Je l'ai quand même dit à certains moments. Il faut bien voir que l'entrepôt c'est un monde ouvrier où il y a beaucoup d'humour, beaucoup de blagues, beaucoup d'entraide. Quand on fait tomber une palette, par exemple, de pas ramasser la palette d'un collègue, vous êtes immédiatement ostracisé de l'entrepôt. Quand on arrive dans l'entrepôt, on serre la main de tout le monde dès le premier jour. Si vous le faites pas, ça va être compliqué à rattraper après. Donc on serre 50 à 100 paires de mains par jour. Donc voilà, il y a quand même une sociabilité qui est très très forte, qui se reproduit aussi dans le hors travail. Les apéros chez les collègues. Moi, les entretiens, en fait, c'était toujours des apéros chez les collègues. Donc il y a tout ça quand même. Et c'est bien tout ça. Alors, c'est des ouvriers qui se définissent pas comme des ouvriers, qui n'ont pas cette vision de fierté aussi du travail qu'on peut retrouver dans des secteurs comme l'automobile. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment une classe ouvrière? Est-ce que, bon, en tout cas, ils ont les conditions objectives de travail qui les rapprochent de ça, et ils ont aussi cette contre-culture ouvrière qui est très très présente dans les entrepôts. Qu'ils se définissent ou pas comme ouvriers, c'est vraiment très fort. Sur le cas d'Amazon et qui rachète Monoprix, alors oui, c'est un changement très important. Qui s'associe à Monoprix. Mais on s'est redouté. Alors oui, donc ça fait quelques années qu'Amazon cherche un partenaire dans la grande distribution physique, donc implanté avec des magasins. Tout le monde avait très peur, pendant un moment c'était beaucoup évoqué auprès de Carrefour, et Carrefour avait très très peur de se faire absorber au bout de quelques années par Amazon, et ça va être très intéressant de voir comment ça va se développer. Vraiment, moi je suis très curieux de ça, mais j'ai beaucoup de mal à voir comment ça va se développer. Bon, pour l'instant Amazon c'est une énorme machine tentaculaire qui absorbe tout ce qui est à sa proximité, donc j'ai du mal à croire que Monoprix résiste à l'effet Amazon. Après, je sais pas si Amazon a vraiment envie de s'implanter physiquement dans les villes. Amazon peut très bien garder son cœur de métier, et au lieu de faire comme la grande distribution classique pour qui le cœur de métier c'était la vente, Amazon peut garder son logiciel et sa logistique et ne plus s'occuper de la vente. Et peut-être considérer que la vente, le supermarché, c'est pas l'avenir. Et c'est un peu ce que dit la grande distribution actuellement, c'est que les lieux de vente physiques, les supermarchés, c'est pas forcément l'avenir, et qu'il y a une perte tendancielle qui reste quand même minime. Hein. Le e-commerce, c'est une toute petite partie du commerce. Il y a une perte tendancielle quand même des parts de marché des très gros supermarchés. Donc peut-être qu'Amazon anticipe ça et se dit nous, on veut pas vraiment de physique, on veut garder ça. Mais du coup, c'est la logistique qui prendrait le pouvoir sur le distributeur, et ça serait nouveau. Ça serait vraiment nouveau. Mais bon, tout ça, c'est de la prospective. Et sur cette image d'ouvriers, alors je vais regarder du coup les ouvriers qui pilotent des robots. Pour l'instant, j'ai jamais entendu parler de ça. Il a dit, mais bon, je me méfie beaucoup des... Alors je vais regarder, c'est intéressant parce que c'est quand même compliqué. Alors à la fois, les discours sur l'automatisation, ça peut être présenté comme une solution du problème de santé, mais c'est quand même choquant, notamment dans les médias, quand on dit on peut pas s'extasier de remplacer les ouvriers, les salariés d'une entreprise par des robots. C'est un peu choquant, et particulièrement en France, on fait partie des pays où les caisses automatiques, par exemple, ont été implantées très très lentement parce que les Français sont très réticents avec tout ça. Donc peut-être que de dire que les ouvriers vont piloter des robots, c'était une façon de dire vous inquiétez pas, ils vont pas disparaître. Pour l'instant, dans les entrepôts vraiment automatisés et très perfectionnés de type Leclerc, comme je vous ai décrit tout à l'heure, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est la machine qui pilote absolument tout. Et par exemple, des postes ouvriers qui demeurent dans cet entrepôt-là, et là je trouve ça un peu flagrant, c'est des postes pour lesquels on n'arrive pas à faire travailler une machine de façon suffisamment précise. Et très concrètement, dans cet énorme entrepôt automatisé, au milieu de l'entrepôt, il y a une zone où passent toutes les palettes quand elles viennent des fournisseurs, et des ouvriers
qui mettent un coup de cutter pour ouvrir le film plastique de la palette, parce qu'il n'y a pas de machine suffisamment précise, ou alors ça coûterait très cher, pour découper un film plastique sans ouvrir derrière les packs de lait ou de la farine. Donc il y a plein de postes de travail, plein d'ouvriers comme ça qui donnent des coups de cutter pour enlever le plastique. Donc c'est plutôt ça ce qui se produit quand on automatise avec des gros systèmes comme celui-ci, plutôt que des ouvriers qui piloteraient des robots, normalement. Et sur les livraisons en journée, alors oui, Amazon fait ça, et associe ça, encore une fois, à une question d'image. Et Amazon à Paris a ouvert un entrepôt qu'on appelle de la logistique urbaine, alors ça fait un peu chic comme ça, et qui peut livrer c'est en 1 heure même maintenant, en 1 heure des produits alimentaires de base, des yaourts ou des légumes. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée, alors c'est un tout petit entrepôt qui est dans un bâtiment un peu moderne, donc la logistique urbaine, ça fait un peu secteur de pointe et d'avenir. Il faut bien imaginer que pour que ce petit entrepôt fonctionne, il y a un énorme entrepôt qui le livre en permanence déjà, et que du coup, c'est pas forcément un critère d'automatisation. Je suis pas sûr que l'automatisation aille plus vite que des ouvriers dans un petit entrepôt. C'est pas évident, ça peut même être plutôt l'inverse en fait. L'automatisation, c'est destiné plutôt à équiper des très grosses plateformes logistiques qui seraient plutôt en pleine campagne que dans la ville. Donc c'est pas forcément directement connecté, même si peut-être ça pourrait être le cas. Pour ce qui est des syndicats, la logistique est un secteur peu syndiqué, notamment pour les raisons que je vous ai dites. C'est des métiers qui sont très peu qualifiés, très répétitifs, qui sont pathogènes. Du coup, il y a très peu de gens qui sont prêts à s'y impliquer, à s'y percevoir dans l'avenir. Les gens pensent tous la sortie. En entretien, presque tout le monde me dit qu'il voudrait faire autre chose. Donc il y a très peu de gens qui sont prêts à s'y impliquer dans le syndicalisme. Ça, pour moi, c'est la raison majeure. Une autre raison aussi, c'est que c'est un secteur qui s'est structuré assez récemment, depuis les années 80. La convention collective de la logistique est très récente, elle date de 2007. Elle est très peu appliquée dans la grande distribution. On applique toujours la convention du commerce, parce qu'elle est encore moins avantageuse que celle de la logistique. Donc là, la structuration de la représentation syndicale est pas très très forte. Et c'est aussi un gros problème. Depuis une période très récente, ça se développe quand même, et ça se développe notamment chez Amazon, mais ailleurs. Hein. Chez Amazon, il y a eu alors, le fait que ça soit médiatisé, ça a participé de ça aussi. Le fait que ce soit une entreprise mondiale, ça a développé aussi des grèves en Europe avec des syndicats français qui s'allient avec des syndicats polonais et allemands, avec des formes de syndicalisme un peu innovantes comme ça qui marchent assez bien. Et avec tout un discours aussi. Et c'est là le choke points. Les choke points, alors c'est un terme anglais qui est beaucoup utilisé par les chercheurs aux États-Unis pour décrire la logistique. C'est le goulot d'étranglement. C'est un peu le point faible, si vous voulez. Et ça, c'est une approche qui est intéressante pour le syndicat, c'est qu'aujourd'hui, la logistique, c'est réellement un des points faibles du capitalisme, si on utilisait des grands mots. Hein. Aujourd'hui, si on veut arrêter l'économie d'un pays, c'est pas en allant dans les usines d'automobiles qu'on va le faire, hein, parce qu'elles sont plus beaucoup là. C'est en bloquant les flux. Donc il y a tout un discours qui s'est développé syndical autour de ça, notamment pendant les mouvements contre la loi travail. Hein, il fallait bloquer les flux. Et aujourd'hui, bloquer les flux, c'est pas bloquer la SNCF, ni même les autoroutes, mais c'est compliqué de bloquer une autoroute. Bloquer les flux, c'est bloquer des zones logistiques. Et il y a eu des blocages de zones logistiques. Amazon notamment l'a fait. À Montélimar, il y a eu un cas intéressant l'entrepôt Amazon a été bloqué pendant 6 jours par des employés qui étaient majoritairement des femmes d'une 50aine d'années. C'est typiquement les profils que cherche à recruter Amazon, parce que justement c'est des profils qui sont pas censés faire ça. Donc ces femmes d'une 50aine d'années avec les chauffeurs routiers de la zone logistique et les participants de Nuit debout à Avignon, qui était la ville un peu à côté, et ça a bloqué pendant 6 jours, et eux ils ont très fortement diffusé ce truc, on bloque tout, on bloque les flux, c'est là que ça se passe, c'est dans les zones logistiques que ça se passe. Et ça, c'est un discours qui pourrait émerger et qu'on pourrait voir apparaître et qui pourrait favoriser une légitimité des syndicats. C'est-à-dire que plutôt que de trouver une légitimité de type on défend notre métier, qui est qui existe très peu dans la logistique, on défend pas notre métier, mais par contre on a un rôle stratégique et on va le jouer à fond. Pas sûr que ça marche aussi bien que de défendre son métier. Non. J'ai envie de clore malgré l'arrivée de Francesca, ou grâce à l'arrivée de Francesca. Voilà, de remercier sincèrement David. Je crois qu'on a
découvert des choses voilà, qu'on ne soupçonnait pas, des choses très concrètes, avec plein de finesse d'analyse. Merci beaucoup, c'était très vivant. Merci à tous pour votre participation. Et puis rendez-vous pour les conférences l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup.